Donc bienvenue pour ce débattoir nouvelle formule après plusieurs mois d'instance sur le thème de l'euthanasie, un débattoir qui se déroulera en plusieurs parties. Tout d'abord une introduction qui sera faite par Lulu sur qu'est-ce que vraiment l'euthanasie, qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce que dit le franc en France et quels sont les principaux points de vue qui se confrontent. Ensuite nous aurons une première partie où chacun de ceux qui voudra prendre la parole apprendra sur jusqu'où avons-nous le droit de disposer de notre propre corps. Puis ensuite, peut-on prendre des décisions concernant sa vie et sa mort alors que l'on est dans un état de grande souffrance? Et en dernière partie, qui sera je pense la plus longue, la frontière entre l'euthanasie et le suicide assisté. Sans plus attendre, voici donc Lulu qui nous fait son introduction. Ok, alors bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a du monde. Je suis très, très intimidé, on va dire. Donc, je vais parler surtout de l'euthanasie d'un point de vue, on va dire, des définitions, puis un petit peu aborder le côté juridique. Ça va être une occasion pour moi de parler un peu plus du côté médical, étant donné que ça me concerne plus. Le côté juridique, un peu moins. Je suis moins expert du droit français, hein. Donc, prenez pas ce que je dis pour parole d'expert, mais plutôt quelqu'un d'éclairé. Alors, l'euthanasie, c'est un mot qui vient du grec, donc euthanatos, qui signifie belle mort ou bonne mort. Et ça désigne jusque le XVIIIe siècle, à peu près, une mort rapide, sans souffrance, une mort que tout le monde désire en fait, une mort prompte et sans douleur. Et jusqu'au XIXe, ça désigne plutôt, enfin, à partir de la fin du XIXe, pardon, ça désigne plutôt les actes, les procédés qui vont aboutir à la mort. Alors là, je vais définir rapidement euthanasie, on va vite s'en séparer au final, tout simplement parce que c'est un mot qui est fort galvaudé, qui est utilisé un peu à tort et à travers, notamment par les médias, les journalistes, tout ça. Enfin, ça m'arrive très rapidement, très fréquemment de voir des bourdes dans ce genre. Il y a une distinction qu'on fait qui est un peu abusive, je dirais. C'est une distinction entre euthanasie active et euthanasie passive. On fait souvent la distinction, donc par principe de réalité, on va la considérer, mais faut savoir que d'un point de vue strictement médical, dans les définitions, ça c'est pas très précis. L'euthanasie active, c'est plutôt un geste positif de donner la mort, donc vraiment finalement c'est la vraie euthanasie, hein. Et l'euthanasie passive, qui est plus une mort par omission, qui concerne pas que l'arrêt des soins, justement, on va voir que ça désigne plein de choses. Euh, Ce que j'appellerais au final l'accompagnement de la fin de vie, il n'y a pas réellement de nom, mais euh, donc là je vais essayer d'aborder un petit peu ce qui est l'euthanasie, ce qui n'est pas l'euthanasie. J'espère que ça fera pas trop catalogue. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le document que j'avais fourni, ça va notamment rappeler pas mal de choses. Euh, donc, je propose de commencer par cet accompagnement de la fin de vie, qui n'est pas l'euthanasie, d'accord? Donc, cette euthanasie passive n'est pas une réelle euthanasie. Euh, mais cet accompagnement de fin de vie se décline en trois volets. On va voir un petit peu trois paliers graduels. Ça commence par l'arrêt des soins et accessoirement la non mise en œuvre des traitements. Alors, dans la loi, on désigne ça, alors j'ai plus le truc, mais on désigne ça comme une stipulation déraisonnable. Ça désigne en fait l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire lorsque l'on souhaite mettre en œuvre des moyens qui sont finalement inutiles ou disproportionnés ou qui, on va dire, ont comme unique but de maintenir artificiellement la vie, eh bien, on peut proposer, alors forcément toujours avec l'accord du patient, l'arrêt des traitements. Donc, grossièrement, on débranche les appareils, c'est ça que ça veut dire. Par contre, on va toujours continuer à mettre en œuvre les soins de confort, donc typiquement l'hydratation, ce genre de choses, et les soins palliatifs, mais je vais en parler après. Le deuxième palier dans cet accompagnement de la fin de vie, c'est le traitement antalgique. Donc, traitement antalgique, dans le milieu, on dit que c'est droit du patient, devoir des médecins. Euh, Ça a comme but, bah, forcément, de traiter, de soulager la souffrance quand elle est là, ou alors de la prévenir.
Et ce traitement, il peut être alors parfois associé à des sédatifs si les douleurs sont importantes. Ce traitement antalgique, je vais vraiment le rapprocher des soins palliatifs qui sont plus des soins de confort, mais voilà. Les soins palliatifs, ce sont, vous savez sûrement ce que c'est, des soins donnés aux patients en fin de vie pour améliorer son confort physique et psychologique. Donc typiquement, on va agir sur l'état de fatigue, l'état général plutôt, les douleurs, les difficultés respiratoires, les nausées, etc. Et parfois les vomissements, mais ça on ne le gère pas trop. Les escarres aussi, vous savez, c'est des nécroses cutanées qui apparaissent quand on est trop souvent alité. Bref, alors il y a des lois qui définissent un peu tout ça en France, donc alors je vous fais pas non plus l'inventaire, hein. Je peux revenir plus tard si ça vous intéresse, mais je vais passer. Troisième palier de cet accompagnement de la fin de vie, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et c'est là que la confusion opère avec euthanasie. Cette sédation profonde, alors je crois que c'est Jean Leonetti qui disait il faut dormir avant de mourir. Là, il s'agit de modifier l'état de conscience de la personne. Donc, ça peut aller d'une baisse de la vigilance à une perte totale de connaissance. Une modification de l'état de conscience qui est réalisée par un moyen médicamenteux. Donc, ça peut être du propofol ou des benzodiazépines à haute dose, mais surtout on utilise de la morphine ou autres dérivés opioïdes. Et ça, c'est forcément fait à la demande du patient. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est à la demande du patient. Mais par contre, si la personne est inconsciente et qu'elle est sur ses derniers instants, à ce moment-là, on peut mettre en place cette sédation profonde sur une décision de l'équipe médicale, donc ce qu'on appelle une procédure collégiale, qui peut parfois entrer en conflit avec les directives anticipées. C'est plutôt un testament de vie du patient. On peut en parler plus tard si ça vous intéresse, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc la confusion opère avec l'euthanasie parce qu'on considère ça comme une mort douce, hein. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est dans la sédation profonde, c'est l'évolution naturelle de la maladie qui tue. En fait, ce n'est pas c'est pas le fait d'apporter un moyen médicamenteux qui va tuer. C'est plutôt l'évolution naturelle. Donc il faut bien faire la distinction. Donc c'est l'arrêt des traitements qui va entraîner le décès. Par contre, la sédation, c'est juste une amélioration du confort. Alors, cette sédation, elle a été affirmée par la loi de 2016, enfin c'est assez récent, mais il faut savoir qu'on la réalise, on va dire, en douce dans les hôpitaux. Enfin, c'était pas réellement interdit, mais c'était pas réellement non plus autorisé. Il y avait un petit peu un désert au niveau des lois de ce point de vue. Alors, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Alors forcément, maintenant, étant donné que c'est autorisé, on peut faire la sédation profonde, mais il y a des nouveaux problèmes qui arrivent, notamment avec des patients qui demandent à ce qu'on surdose accidentellement les sédatifs. Bon, ça, c'est illégal, forcément, le médecin peut pas le faire, mais on sait que ça arrive dans les hôpitaux. Et puis, il y a des notions plus compliquées de pharmacologie qui font que même si on introduit de la morphine à faible dose qui ne doit pas tuer, il y a quand même des interactions qui font que ça accélère la fin de vie. On appelle ça la loi du double effet pour ceux qui veulent voir. Donc, voilà pour l'accompagnement de la fin de vie. Et tout ça, en fait, c'est autorisé en France. Tout ce que je viens de vous décrire jusqu'à présent est autorisé en France. Et ce n'est pas du tout ce qu'on considère de l'euthanasie. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses, on va dire. L'euthanasie, entre parenthèses active, c'est la mise à mort. C'est, comme je disais, un geste positif et intentionnel de mise à mort. Et là, on va utiliser d'autres médicaments, donc les produits sont différents. Là, on utilise généralement alors si je dis pas de bêtises, on utilise des barbituriques comme phénobarbital ou thiopental ou d'autres. Et ça constitue, alors ça aussi c'est, pardon, les barbituriques sont souvent associés aussi à des curares qui permettent en fait, de bloquer les muscles respiratoires. Et tout ça, c'est combiné dans ce qu'on appelle une potion. Et donc cette euthanasie, elle est interdite en France, tout simplement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas non plus. Enfin, pareil, la loi française est assez vague là-dessus. Le mot euthanasie n'est pas clairement indiqué dans les lois, mais par conséquence, enfin, on va dire, euh, l'euthanasie est considérée comme un assassinat par empoisonnement avec préméditation, qui est punissable de perpétuité. Dans le code pénal, il me semble que c'est 30 ans, enfin que c'est punissable de 30 ans. Mais en vrai, en théorie, c'est pas non plus appliqué. Enfin, c'est-à-dire que parfois, des médecins s'en tirent avec du sursis. Il y a eu des affaires où des infirmières s'en sont tirées avec 12 ans. Enfin bref, c'est très très vague d'un point de vue juridique. Par contre, l'euthanasie active est autorisée dans les pays du Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, au Canada et au Québec, dans certains États des États-Unis et en Chypre, si je dis pas de bêtises. Alors, aux Pays-Bas, je vais m'intéresser un peu plus aux Pays-Bas pour voir quelle était la conséquence de cette euthanasie qui a été autorisée en 2001 et le décret est passé en 2002, si je dis pas de bêtises. Alors, au lancement, on comptait à peu près, alors en 2003, on comptait à peu près 2000 morts par euthanasie. Et au final, en 2012, le nombre a doublé. On arrive à 4000 morts recensés durant cette année. Ça, c'est sûrement dû à des formations des médecins, parce qu'aux Pays-Bas, maintenant, ils ont des formations pour pouvoir faire des pratiques d'euthanasie, notamment à domicile. Et ça, j'ai oublié de le dire, mais aux Pays-Bas, ils ont bien entendu un cadre légal qui est très particulier, qui est très restrictif, et qui exclut bien entendu toutes les euthanasies non voulues. Enfin, ce serait des euthanasies contraires à la volonté du patient, ce qui bien entendu ne se fait pas en théorie. Forcément, il y a toujours des accidents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pratiques d'euthanasie, donc par les moyens médicamenteux qu'on utilise, peuvent générer des complications entre 20 et 30%. Ça peut être des sorties de coma, des spasmes, ce genre de choses. Et maintenant, passons au suicide assisté, ou plutôt suicide médicament assisté, parce que c'est finalement le suicide assisté ou l'aide au suicide, c'est que la demande formulée à un tiers pour se suicider. Donc c'est pour ça qu'on parle de suicide médicalement assisté, pour bien insister sur une aide médicale. Ici, le but, c'est, on va dire, de fournir la potion, puis également de contrôler son auto-administration. Le suicide assisté, il est légal en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada, mais pas en France forcément. C'est autorisé dans ces pays-là dans un mobile altruiste, on va dire. Et d'ailleurs, je crois que dans les lois, en plus de ces pays-là, on ne parle pas de suicide assisté, mais acte de compassion ou ce genre de choses. Alors, la différence entre euthanasie active et suicide assisté, elle est très ténue, et c'est pour ça qu'il y a encore de la confusion. Dans le suicide assisté, la personne qui se suicide, en fait, est le principal agent de sa mort. C'est vraiment... typiquement, c'est la personne qui tourne le robinet, quoi. C'est ça. On parle aussi d'auto-administration, donc c'est la personne qui prend elle-même sa potion, alors que dans l'euthanasie active, c'est plutôt une injection, quoi. Et enfin, une autre différence avec l'euthanasie, c'est que dans l'euthanasie, en fait, les personnes doivent être extrêmement souffrantes, en phase terminale de leur maladie, avec des douleurs réfractaires, ce genre de choses. Alors qu'ici, dans le suicide assisté, les personnes doivent être souffrantes, mais pas forcément en phase terminale. Alors il me semble que dans l'État d'Oregon, ils avaient fait une sorte de jurisprudence là-dessus pour dire que le suicide assisté était ouvert uniquement aux gens qui sont dans leurs 6 derniers mois de vie. Enfin bref, donc personnes souffrantes avec tout le flou que ça convoit. Donc la condition pour le suicide assisté, c'est souvent il faut passer devant un comité médical qui s'assure à la fois de la lucidité, de la capacité de discernement, de la volonté de la personne. Et il faut aussi que la demande de la personne soit répétée et qu'elle soit bien formulée. Alors, comme vous voyez, c'est pas non plus la fiesta, hein, c'est vraiment... on donne pas la mort comme ça, c'est encore une fois, c'est réservé aux personnes qui sont en fin de vie, qui sont souffrantes, etc.
Alors le débat sur le suicide assisté en France, bah, il est toujours présent. Même il y a des relances assez un peu tous les ans. Hein. En France, il y a eu le cas de l'écrivaine Anne Hibert en 2017. Et puis là, récemment, cet été, on a eu le cas de Jacqueline Jankel, qui, voilà, la petite vieille un peu rock'n'roll qui voulait mettre fin à ses jours. Alors, on peut hypothétiquement considérer un niveau encore supérieur qui serait le suicide carrément autorisé avec une aide médicale sans aucune condition de santé qui justifie ça. Euh, ça me fait un peu penser au Suicide Booth dans Futurama. C'est vraiment, voilà, vous venez, on vous tue, puis voilà, basta. Mais ça, forcément, il n'y a aucun pays qui l'autorise à l'heure actuelle, ou de ce que j'en sais. Alors, je peux vous parler 2 secondes des scandales. Alors, il y a eu en Belgique, je crois que c'était en 2005, le scandale des kits euthanasie disponibles en pharmacie. Tout le monde a cru que c'était pour se tuer comme ça librement, en libre accès en pharmacie. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était uniquement disponible pour les médecins. Et en plus, le scandale avait éclaté, non pas parce que c'était des kits euthanasie, mais parce que le labo pharmaceutique qui vendait ça mettait des ampoules, enfin mettait des packs de 10 ampoules alors qu'on peut pas vendre plus de 10 ampoules en Belgique. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc j'en ai à peu près terminé. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que j'ai pas pris trop de temps en tout cas. J'espère que c'était pas trop catalogue non plus. Alors, Alors, oui. je Ah, dirais pour terminer, enfin je veux pas m'arrêter. Enfin, disons que je vais pas m'en aller non plus, mais je vous laisse quelques, on va dire, axes de questionnement pour la suite, sans forcément que vous soyez obligé de vous y tenir. Mais du coup, dans la première partie, jusqu'où avons-nous le droit de disposer de notre propre corps? On peut se poser aussi la question de quel est le pouvoir de la médecine sur nos corps. Et dans de ce point de vue-là, de la même façon, est-ce que par exemple, lorsque on demande à une personne de confiance, qu'on appelle un mandataire, est-ce que la substitution à un mandataire légal, est-ce qu'elle est légitime? Lorsque par exemple on nomine une personne de confiance lorsqu'on n'est plus en état de conscience pour choisir. Et puis pour la deuxième partie, alors la deuxième partie qui est peut-on prendre des décisions concernant sa vie et sa mort alors qu'on est dans un état de grande souffrance? On peut se poser la question de la même façon euh, avec les souffrances morales, parce que pour l'instant, on a considéré souvent les souffrances physiques, mais peut-on s'euthanasier, peut-on recourir à l'euthanasie pour des souffrances morales, pour la mort d'un proche, pour voilà. Donc, j'en ai terminé. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Donc, je rends la parole à Dylan pour la suite. Bah écoute Lulu, comment dire, je te remercie énormément pour rien te cacher, j'en attendais pas autant. C'était vraiment très bien, tu as fait un très bon tour de la question, tu as très bien défini le sujet, les principaux points que cela pose. Avant que, bravo, très complet, oui, j'allais le dire. Un peu surpris. Déjà, je voudrais faire un petit tour ici, 20 sur 20, bah, évidemment. Un petit tour ici, est-ce que tout le monde, plus ou moins, est pour l'euthanasie, ou alors est-ce que c'est un concept que vous rejetez totalement? C'est-à-dire que rien que le terme d'euthanasie, vous rejetez en bloc, type non, moi je refuse qu'on fasse euthanasie, que ce soit passif, actif, quoi que ce soit, non, je refuse ça, il faut continuer jusqu'au bout. Est-ce que déjà il y a des gens comme ça qui ont des... Donc, je te remercie aussi, Lulu, très complet. Et donc voilà, n'hésitez pas à écrire, vous pouvez tous donner votre avis sur voilà. Donc, tout, passif, actif, et après, voilà. Pour l'instant, on reste sur l'euthanasie. Voilà, restons sur Donc, l'euthanasie, donc du coup, Giffer donc, qui pour lance ma un... part, je suis entièrement pour euthanasie passive ou active, selon bien sûr les modalités qui restent à voir, mais on en discutera. Voilà, donc tu n'es pas totalement pour, vu que tu dis qu'il y a des modalités. Du coup, voilà. Meilleure introduction de l'histoire, première. Passif. J'ai encore quelques doutes sur certaines modalités, mais sinon, qui m'empêche de passer à aucune modalité, c'est-à-dire full et tout. C'est ça, et je pense que, enfin, comment dire, les principaux sujets du débat seront sur quel type de modalité, jusqu'où seront là, parce que je pense pas, vu le groupe dans lequel on est ici, que Whisky Scored, je vous connais tous, enfin, je connais la plupart d'entre vous ici, je pense pas que vous soyez tous anti-euthanasie jusqu'au bout, mais même si je peux me tromper, évidemment.
Ouais, Pacifie. sachant que selon les sondages, il y a 80-90% des Français qui sont favorables à la mise en place de l'euthanasie en France. Oui. Donc c'est vrai que si on commence à partir de ce point de vue-là, on risque tous de tomber d'accord. Et finalement, ce qui est plus intéressant que partir dans les débats juridiques qui sont, voilà, ça ça risque vite de devenir barbant. Plutôt partir sur des débats moraux du type, Voilà. comme les questions qui avaient été proposées en Parce intro. que Lulu, effectivement, tu disais très bien que la justice en général était plutôt clémente, et ça rejoint ce que j'avais fait sur, enfin, le document que j'avais donné sur l'euthanasie, une introduction, comme quoi il y avait la justice ne poursuivait que dans très peu de cas les personnes qui avaient pratiqué l'euthanasie. Du coup, en tout cas, les personnes qui le faisaient s'en tiraient avec des peines plutôt clémentes. J'avais une question, enfin une demande de détail par rapport à ce que tu avais en introduction. Euh, Tu disais que dans certains pays, notamment au Benelux et à Chypre, l'euthanasie active était autorisée, si j'ai bien Oui, suivi. Oui. Est-ce que effectivement. du coup, on ne peut pas avoir peur de ce qu'on appellerait d'un tourisme médical, des gens qui iraient dans ces pays-là pour se donner la mort? Alors, avoir peur, je sais pas. Ça Bah, dépend de avoir peur, ça dépend de vos opinions, de votre bord politique aussi. bah, Ah, mais oui, effectivement, il y a ce tourisme médical qui est pas uniquement là pour l'euthanasie. Il y a du tourisme médical pour à peu près tout ce qui se fait, enfin, chirurgie esthétique, autres opérations, enfin bref. c'est ça. Mais pour l'euthanasie, effectivement, on peut considérer ça comme du tourisme médical, sachant qu'aujourd'hui, les personnes qui font un peu de bruit en France et qui partent se faire euthanasier vont souvent en Suisse, en Belgique. Donc, Oui, d'ailleurs, j'en ai pas, oui, je l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à les proposer, j'essaierai d'y répondre au mieux. ça faisait partie de mes questions parce que en fait moi j'ai un peu peur, ça peut être une question un peu naïve, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre entre guillemets qu'en France la loi change non pas parce qu'il y aura un changement de mentalité venant à la fois des Français, même s'ils sont plutôt favorables à l'euthanasie, et de pouvoir public, mais surtout parce que vu que dans les pays voisins ils autorisent ça, en France on serait quasiment obligé de changer la loi vu qu'on est entouré de personnes qui ont changé leur loi. Tu vois, c'est un peu ça dont j'ai peur. T'as peur qu'il y ait une vague de bobos gauchistes dans les pays d'à côté. J'ai Bon, pas dit ça, pour pas alors passer pour des. Non, je rigole. tu Pour sais, pas passer pour des gros rétrogrades, on est obligé de faire comme tout le monde. bah voilà, j'ai un peu peur qu'en fait c'est parce que oui, la prise sur bise avec nos voisins, avec le tourisme médical qui se ferait dans d'autres pays, on se dise bon, allez, vu qu'on veut enrayer ce flot de personnes qui veulent se faire euthanasier, on va l'autoriser chez nous, plutôt que de partir sur des débats éthiques, quoi. Tu vois? Et oui, Giffer, oui, il suffit de demander pour prendre la parole. Ouais, donc je répète, demandez, on vous donne la parole, pas de souci. Bon, du coup, après ce petit tour, vas-y, je t'en prie. Allez, donc voilà, t'es des mutes. Euh, Moi, je voulais intervenir par rapport à ce truc de cette question que tu poses de savoir si tu vas être influencé. Et quelqu'un a dit, ce tourisme médical, il est présent pour la chirurgie, il est déjà présent pour l'avortement. D'ailleurs, c'est des questions qui se posaient par rapport à, je sais pas si vous vous souvenez, mais des projets de loi que Trump voulait faire par rapport à l'avortement, et enfin, se posait pas mal de questions par rapport à ça, et des gens qui pourraient en fait tout simplement aller au Canada pour se faire avorter, enfin des femmes, ou pas, et que ça posait un problème, tout simplement de l'accessibilité des soins, pour tout et enfin pour n'importe qui. Euh, et donc ça aussi, ça se pose la question parce que si à un moment un pays dit non en bloc pour X raisons, mais que tous les voisins disent, enfin, ont légiféré là-dessus positivement, en sens qu'ils les acceptent. Euh, je crois qu'on peut prendre en considération c'est pas forcément idiot de juste dire ok, on va le faire parce que tous les voisins le font. Parce que si on ne le fait pas, il y a en gros que les personnes qui ont les moyens de se déplacer jusque-là, éventuellement de payer, qui pourront le faire. Donc ça va peut-être induire une inégalité dans notre population, et surtout que si on laisse les voisins le faire, on peut pas légiférer à notre manière. Comme ça a été dit, c'est très différent de pays en pays, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas. C'est vrai. Ensuite, il y a un truc qui m'avait assez interpellé dans le document de 64 pages.
Oui, de alors la je précise juste pour ceux qui, voilà, parce que c'est enregistré, c'est en audio, le document de 64 pages est en fait le document qui est anti-euthanasie, on peut le dire ça, qui vient de Ouais. la fondation Jérôme Lejeune, qui explique grosso modo ce que c'est. Ouais, ça c'est un truc qui m'avait assez interpellé. Bon, ça, je trouve que c'est vraiment bien de l'avoir mis, Mhm. mais ce qui m'avait vraiment interpellé, la valeur absolue que les personnes qui ont écrit ce document mettent sur le paramètre vie ou sur le paramètre ne pas tuer. Mhm. Plusieurs fois dans le document, c'est mis de manière assez expositive. Euh, En gros, tuer c'est mal et voilà. Ou comment qu'est-ce qu'il disait d'autre? Ah oui, ça, on n'a pas l'homme n'a pas trop décidé de ça et puis la mort fait partie de la vie Oui. et ce genre d'argument que la mort donnerait un sens à la vie ou c'est pas écrit dans les premières pages en tout cas que c'est qu'il y a clairement le truc vous devez croire en Dieu et si possible Dieu des chrétiens euh, pour passer outre ces souffrances. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a assez étonné et je crois plus ou moins le comprendre, mais j'étais pas certain non plus. Donc de vraiment mettre ces trucs, si je devais vraiment employer des catégories, ce serait plus d'être déontologue, alors que les gens qui sont pour l'euthanasie seraient plus conséquentialistes. Euh, Dernier point, c'est le droit de disposer de nos propres corps. Euh, D'une manière très, très simple, il y a ce truc et ça va au-delà du suicide, par exemple. L'argument qui est souvent dit contre le suicide, c'est que c'est un acte égoïste, parce que ça n'affecte pas nous sur le long terme, mais nos contacts et nos proches. Mais j'ai l'impression qu'on peut facilement retourner cet argument avec la même base, dire que c'est égoïste de penser comme ça, parce que ça reviendrait à dire on considère les autres juste pour le bonheur qu'ils nous apportent et pas pour l'état dans lequel ils sont. J'ai l'impression qu'on peut comment, avancer le même cheminement pour la disposition de nos propres corps, Mhm. que ça va dans le même sens, quoi. Est-ce qu'on est vraiment égoïste en le faisant ou est-ce que ce sont les autres qui nous considèrent juste pour leur plaisir, en fait, parce qu'on leur apporte du bonheur, hein. On leur apporte du bonheur. Bah, tu veux dire qu'en fait, en gros, je vais essayer un peu le fait de maintenir en vie quelqu'un qui, mettons, est dans le coma, tout ça, voilà, ce serait en fait pour notre propre bonheur. En gros, le fait de se dire, il est encore parmi nous, donc du coup, vu qu'il est pas mort, il reste quand même là. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je crois qu'on peut quand même avancer la piste de réflexion. Mhm. Parce que j'ai pas de statistiques Ouais, non, sur moi les non plus, raisons. j'ai pas de statistiques sur ça. Mais en tout cas, ça, c'est un truc que je crois que c'est un lien intéressant à faire. Vraiment, le truc sur le suicide, c'est assez interpellant de voir les gens avancer cet argument-là, alors que moi, je trouve qu'on pourrait dire exactement l'inverse en disant que c'est égoïste de penser comme ça. Alors, Friedrich Culot, c'est vrai, on risque de parier essentiellement de suicide, parce que bah, de toute façon, oui, c'est un peu ça la question, en fait. La frontière est parfois floue entre suicide et euthanasie. Enfin, entre le Oui, fait. Voilà, vas-y, et Lord. c'est surtout que, comme disait Delacour, étant ici dans un milieu, enfin, on n'est pas représentatif de la population générale sur les membres de ce Discord et particulièrement les participants à ce débat. Et je pense que ça sert à rien de maintenir une opposition factice si on arrive à déclarer des accords sur, par exemple, l'euthanasie. On peut passer sur des terrains où on s'oppose plus, où on est moins sûr, plus expérimentaux, comme l'euthanasie, enfin, pardon, comme le suicide assisté, par exemple. Je me suis dit qu'il aurait peut-être convenu d'attaquer la distinction un peu plus tôt. On peut le faire déjà maintenant, si tu veux, quoi, hein. Bon, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Enfin, après, ce que je veux dire, c'est que c'était aussi un autre point qui m'avait un peu. Oui, un point sur lequel je voulais des détails, Lulu, à propos des soins palliatifs. Et en quoi est-ce Oui. qu'il consiste précisément? Enfin, toi, est-ce que à un moment, tu nous avais pas dit que tu avais travaillé dans une unité de soins palliatifs, un truc comme ça, ou pas du tout? Non, dans un EHPAD, mais Dans c'est un EHPAD, différent. pardon. Excuse-moi, c'est différent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, dans ces unités de soins palliatifs, est-ce que vous pourriez pas dire que c'est un peu une sorte d'antichambre de la mort? C'est... Non, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Mhm, Alors qu'on pourrait croire que oui, comme tu dis, c'est l'antichambre de la mort, on te prépare à la mort, mhm. on atténue tes souffrances parce que c'est bientôt l'heure, quoi. Oui. Non, et vraiment dans comment c'est passé dans la loi et comment ça se considère aujourd'hui dans les milieux médicaux, Mhm, c'est vraiment le soin palliatif, c'est vraiment antithétique de l'euthanasie. C'est vraiment, euh, on va
Enfin, c'est vraiment l'opposé de l'euthanasie. C'est on va promouvoir la vie, on va et atténuer les souffrances, on va faire en sorte que ta vie soit plus confortable plutôt que de la supprimer complètement. Ok, mais j'ai envie de te dire, Lulu, tu connais les médicaments bien mieux que moi. Certains médicaments qui justement peuvent atténuer les souffrances, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'ils peuvent aussi diminuer ton espérance de vie, ne serait-ce qu'avec les effets secondaires Oui, qu'ils ont. alors là, c'est tout le problème. Voilà, Mais ça là, on rentre dépend. vraiment dans la complexité d'un point de vue, enfin, dans une complexité au niveau médical, Bah, qui est vraiment pas du tout un truc que je souhaite aborder ici, parce que dans le débat politique, dans le débat général, c'est vraiment quelque chose qu'on considère pas du tout. Et d'accord, c'est pas quelque chose qui a considéré de toute façon. d'accord. On est vraiment dans la spécialisation médicale. Mhm, Et, oui, c'est vrai que les médicaments qu'on utilise, de toute façon, dès que vous prenez un médicament, c'est jamais anodin. mhm, Effectivement, les médicaments qu'on utilise, ce serait, ce serait complètement naïf de dire que ça ne fait rien sur l'accélération de la fin de la vie. Et effectivement, qui va avoir un effet et qui vont accélérer lors de la mort. Mais c'est, voilà, comme on le dit, on le considère comme un effet secondaire. Et là où la loi souhaite euh, là où la Non, loi c'est juste souhaite de le dire comme effet secondaire, ça me fait rire, insister, c'est désolé. vraiment dans l'intentionnalité du geste. Je l'avais dit que l'euthanasie active, c'est un geste positif et intentionnel. mhm, C'est véritablement, ok, je donne, je donne ce médicament dans un point de vue de sédation profonde, mhm. donc à faible dose, dans le but uniquement d'induire une altération de la conscience et pas du tout pour induire la mort. Et alors, comme on sait, c'est jamais forcément respecté. Enfin, comme je te disais, il y a toujours le patient qui va demander vous pouvez pas me faire une petite surdose accidentellement comme ça, vous savez. Ben, Alors voilà, il y a toujours ce point de vue-là. Lulu, Euh, est-ce que tu es sûr que tous les patients vont demander comme ça une surdose? Enfin, je veux dire par non, là, non, non, parce j'ai que pas dit voilà, tous les patients, mais j'ai dit ça arrive. ça arrive que des patients. Ça arrive. Ça arrive pas pour tout, heureusement, hein, Hmm. mais il y a toujours des demandes de patients qui sont formulées comme ça, un petit peu sous-entendues. Et est-ce qu'on sera un peu tous d'accord pour dire que, mettons, le patient en phase terminale, qui voilà, de 80 ans, qui demande à son médecin, est-ce que vous pourriez pas m'en mettre un peu plus? Le médecin qui lui en donnerait un peu plus pour accélérer sa mort, il n'a rien à se reprocher moralement. D'un point de vue moral, pas du tout pour moi. Après, d'un Voilà. point de vue légal, actuellement, c'est encore mal. Voilà, là, on parle vraiment juste d'un point de vue purement moral. Est-ce que ici tout le monde est d'accord pour dire que voilà, un médecin qui donne une surdose à une personne de 80 ans en phase terminale pour arrêter, est-ce que c'est ok pour vous? Moi, je sais pas trop. Toi non, Takasan, Snain pas ok, Serpio ne sait pas. Mhm. N'hésitez pas à prendre la parole si Oui, vous voulez, n'hésitez pas à si prendre vous la avez un parole, micro, Parce comme ça vous pouvez que, expliquer votre point de vue. en gros, la question, c'est de dire est-ce que T'es mute? Bah oui, mais il faut juste demander la parole, Takasan. Voilà. Vas-y, est-ce que est-ce que en gros, on fait quelque chose qu'on considère comme bien pour réduire les souffrances de quelqu'un, mais enfin, si j'ai bien compris, mais bon, t'as posé la question vraiment dans ce cadre strict, dans ce mais cas si on... strict, oui, j'ai demandé poser cette question dans le cas strict, en effet. Ouais, d'accord. Parce que si on l'élargit un peu, tu vois, t'as la relation parent-enfant, où c'est souvent le cas, tu vois. Tu vas dire, Oui, non, mais c'est vrai. Et tu peux dire, ah ouais, c'est. Mais si c'est dans ce cadre strict, alors oui, je dirais. Moi, je suis d'accord. voilà, là j'ai bien pensé à ce cas strict parce qu'effectivement en morale, comment dire, il y a toujours, bah, on essaye de mettre les cas les plus précis possibles pour que ce soit le moins complexe ensuite à résoudre ce Mm. dilemme moral. Donc Takasan dit non, tu peux parler hein, Takasan, il n'y a pas de souci. Oui, alors moralement, effectivement, si c'est une personne lambda qui, qui accède à la demande du patient ou de la personne qui souffre et qui tue et qui pratique une euthanasie, effectivement, moralement, je suis d'accord avec toi. Le fait étant que le médecin, c'est une personne qui soigne et qui a prêté serment de surtout ne pas nuire et de soigner. Et moralement, ça me dérange qu'il brise ce serment, en fait. D'accord. Et, Mais on pourrait jauger, en fait, le,
que c'est plus dérangeant qu'il brise ce serment plutôt que qu'il brise la loi, en fait. Je sais pas si je me fais bien Non, comprendre. non, tu te fais bien comprendre. De toute façon, oui, comment dire, on pourrait. Lulu, tu nous disais qu'en France, l'euthanasie passive était autorisée. Est-ce que, voilà, de toute façon, de manière juridique, comment dire, les médecins qui ont fait volontairement une surdose de médicaments n'ont souvent que très peu été inquiétés. Alors, je rappelle, les cas de surdose de médicaments Hmm. sont illégaux. Enfin, Quoi? Sont illégales. c'est Oui, illégal, là, on parle de bien point de vue entendu. moral, hein, bien sûr. Oui, oui, Mais oui, c'est vrai, c'est illégal. Oui, pardon, autant pour moi. Hmm. Oui, et du coup, quelle est ta question Ma question étant, est-ce qu'il y a eu beaucoup de euh, personnes, de médecins, infirmières, etc., qui sont passés devant les juges pour avoir pratiqué des surdosages sur des médicaments donnés à des personnes de 80 ans en phase terminale, ayant Alors, ainsi accéléré la mort? j'ai pas beaucoup d'informations dessus, mais clairement, c'est pas beaucoup. D'accord, oui. Et il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés. Enfin, il y a Oui. beaucoup voilà, vous imaginez pas toutes les magouilles qui arrivent Oui. dans les services. Je veux pas non plus vous alarmer et voilà, vous dire n'importe quoi. Mais ce genre de cas, ça arrive et ils sont jamais déclarés. Ils passent sous le radar, comme on dit. Donc, donner des chiffres là-dessus, ce serait plus que risqué. Donc, je ne m'y tenterai pas. Euh, Et j'ai envie de dire, enfin, Lulu, mais là je vais me permettre de faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que quelqu'un d'autre que le médecin sait vraiment ce qu'il fait? Je veux dire par là, si le médecin dit que, ok, il est mort naturellement cette nuit, est-ce que vraiment il y aura des gens qui pourront vérifier, outre les cas vraiment d'analyse très poussée, que c'était une surdose? oui, il y a des gens qui peuvent vérifier. Bah, d'autres médecins, tout simplement. Mhm. Il y a les gens qui. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Bah, les médecins légistes, pardon. Pff, oh là là. Qui autopsient les corps, mais ça dépend, c'est pas fait en Mhm. dessous. Mais oui, effectivement, on peut s'en rendre compte. Après, Très bien. Alors, Lord, tu voulais t'exprimer sur le point 1, nous t'écoutons. Oui. Alors donc d'abord pour répondre à ta Kassan, oui c'est très intéressant. C'est vrai que la question du devoir du médecin et d'un serment qu'on prête est intéressant et rentre dans le calcul moral. Après du coup on peut se poser la question d'un point de vue moral d'un kidam lambda qui ferait l'acte et à la demande de la personne. Et donc dans ce cas-là toi tu réponds oui dans ce cas-là pas de problème. C'est vraiment la question du serment du médecin qui pose problème et dans ce cas-là on peut en discuter. Je suis d'accord. Oui, c'est ça. Pour la question, donc pour le point numéro 1 qui était jusqu'où avons-nous le droit de disposer de notre propre corps et qui est assez général et qui correspond à plein d'autres sujets, on va essayer de pas trop. Salut Maïzena, on vient d'attaquer, on a fait l'introduction de Lulu qui était très complète, on a fait un petit tour de la vie des gens et là maintenant, après avoir distingué et fait des petits points de vocabulaire, etc., on attaque le premier point, donc jusqu'où avons-nous le droit de disposer de notre propre corps. Donc je pense que le sujet t'intéresse. Pour ma part, je suis extrêmement libéral d'un point de vue, d'un point de vue des libertés individuelles et de cette histoire de disposer de son propre corps. J'aime beaucoup une citation de John Stuart Mill qui dit sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Enfin, sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Et évidemment, après, se pose la question de l'influence sur la liberté des autres, etc. Mais pour moi, on devrait être entièrement libre vis-à-vis de notre propre corps, même si ça a des implications un peu générales. Là où j'y mettrais des réserves, c'est la capacité d'être en pleine conscience et en pleine prise de décision, donc d'un point de vue un peu psychologique ou psychiatrique. Et là, on en reviendra sur cette histoire de médicalisation systématique dont ça parlait dans le chat. L'idée qu'une personne qui veut mourir est dépressive et qu'une personne dépressive, il faut l'aider et pas qu'on réponde à sa demande. Ce genre d'argument circulaire contre l'euthanasie et le suicide assisté, mais on y reviendra après. Du coup, voilà, moi personnellement, jusqu'où avons-nous le droit de disposer de notre propre corps? Eh ben, entièrement, dans la mesure où on ne nuit pas à ce même droit des autres, quoi. Donc je sais pas si des personnes ont un point de vue différent, si des gens expriment des limites Ben, à disposer de son propre corps. Oui, moi. Enfin, Oui, également, mais bon, vas-y, Kiefer.
Ah, merci. Donc tu disais, sur son corps et son esprit, chacun devrait être libre, et tu as parlé de champ de conscience, ou je sais plus quel terme tu as employé, c'était quoi? Pardon? Ah, tu as dit, tu as cité Mill en disant, sur son corps et son esprit, chacun devrait être libre, et tu as dit dans les limites d'un certain champ de conscience, ou je sais plus quel terme tu as employé. Non, en fait, c'est un peu un mélange entre deux principes. Je sais pas quel terme j'ai employé non plus. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Et l'autre citation, ça serait ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que si on respecte le principe pour tout le monde, sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Euh, et ben, notre capacité à disposer de notre propre corps est limitée par celle des autres, en fait. Ah, d'accord. Parce que moi, directement, quand j'entends ce genre de phrase, je pensais à la question, si tu as un enfant de 4 ans qui veut se couper une jambe, qu'est-ce que tu fais? Euh, Très bonne Oui, question, non, voilà, c'est vrai Grégoire. qu'il y a, il J'allais y a la des poser pas oppositions comme assez ça. radicales. Mais dans ce cas-là, on peut se poser la question de ce que signifie individu. Et là, je pense que c'est avant tout une notion politique, telle que l'exprime Mill. C'est l'idée à quel point l'État doit venir se mêler de nos affaires, par exemple. Et, et du coup, là, excusez-moi, je bafouille. L'individu, là, par exemple, ça serait une personne majeure, par exemple, tu vois, un individu politique. C'est vrai que je peux limiter ma demande, enfin ma proposition. Et Mais- pour le commentaire, j'ai le droit de me masturber en public, et si je sais que ça traumatisera les enfants qui me verront, euh, tu as le droit de faire ce que tu veux de son corps. Là, ce qui pose problème, c'est pas le fait que tu utilises ton corps, c'est d'autres lois. J'ai pas dit que la simple idée euh, que l'individu est souverain sur son corps et sur son esprit permet ça. Ou que c'est pas régi par d'autres lois après. Mais pour limiter ta phrase, t'as le droit de te masturber. T'as le droit de faire ce que tu veux de ton corps. Et ça, on peut pas t'en empêcher. Mais, euh, mais après, la question du lieu public, c'est autre chose. Tu vois. Euh, Si je peux me permettre, moi ce qui me pose problème avec le coup de l'identification d'un individu comme une personne majeure, c'est qu'au final c'est le même problème que les arguments des gens qui sont dépressifs ou quoi. C'est à quel moment on va considérer qu'il y a un niveau de conscience ou un niveau de capacité cognitive suffisant et dans des conditions suffisantes pour que l'individu il soit capable de faire un choix correct vis-à-vis de lui-même. Et du coup, techniquement, si on refuse aux enfants, sur cette logique-là, si on Mhm. refuse aux enfants le droit de disposer de leur corps comme ils l'entendent, on devrait aussi le refuser pour toutes les personnes qui sont dans des situations où ils ne sont pas capables, cognitivement parlant, de faire des choix corrects. Oui, totalement. Mais j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, il y a un très bon article de Ruven Augien sur la question qui pose la question de la majorité pour le vote et sous couvert. Enfin, il interroge en fait la question de la majorité et la question du coup, bah voilà, étendue d'un élitisme électoral qui est implicitement posé dans la question que les enfants sont pas Je voudrais juste à jour, etc. faire attention parce que là on commence à dériver le sujet, on parle de masturbation en public notamment, tout ça voilà. Alors Non, non, bah, on s'éloigne pas mal, on Ouais, s'éloigne mais un peu de c'est lié quand même. bah, l'euthanasie. je trouve pas de la cour parce que la question est assez générale. C'est à quel point a-t-on C'est le droit de disposer de son propre corps. c'est vrai, mais bon, ça va Donc oui, extrêmement. je vais éviter de trop dériver après sur la question de l'individu, mais à quel point on considère un individu comme responsable de lui-même, enfin responsable tout court, et comme acteur politique, ça c'est très intéressant. Et du coup, je conseillerais l'article de Ruvenogène, je vais essayer de le retrouver. Mais, euh, mais j'ai pas de problème à considérer que quelqu'un qui remplirait pas un certain nombre de critères, comme un enfant ou d'autres personnes, pourrait se voir retirer le statut d'individu. Euh, Ouais, donc, clairement, à la question, si ton fils de 4 ans veut se couper une jambe, et il te le demande, tu répondrais non. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Mais, Le principe que j'ai invoqué mhm, ne s'étend pas à des enfants de 4 ans. Voilà. Et mais je sais pas si vous avez lu les documents, mais à un moment, ça parle qu'en Belgique, ils ont étendu la loi qu'ils ont promulguée en 2002, et que je sais plus c'est quel
l'euthanasie passive ou active peut être étendue aux mineurs, parce que si je me souviens bien de l'affaire, il y avait un enfant de 9 ans qui était dans un lit d'hôpital depuis sa naissance et qui a demandé à être euthanasié. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que ça s'est fait, mais en tout cas, la loi a été étendue pour les mineurs. Et je me D'accord. posais par contre Juste aussi une question à propos de, du droit de disposer de son propre corps et qui rejoint un peu aussi le deuxième axe sur peut-on prendre des décisions concernant sa vie et sa mort alors que l'on est dans un grand état de souffrance. Je pense au cas de la personne dépressive, l'adolescent dépressif, mais pas bon le dépressif adolescent type le spleen, non non vraiment le gros dépressif. Est-ce que comment dire cette personne-là qui demande l'euthanasie, est-ce que vous le lui accorderiez celle-ci? Bah Est-ce que non. tu peux répéter, pardon? Alors, le cas de l'adolescent dépressif, pas le dépressif, la dépression, enfin, classique entre guillemets de l'adolescent, type le spleen, qui avec la transition à Pas la l'adulte. déprime, la dépression. Voilà, vraiment la dépression, le truc vraiment diagnostiqué médicalement, tout ça, voilà. Est-ce que cet adolescent-là qui demanderait l'euthanasie, est-ce que vous le lui accorderiez ou pas? Merci Lulu pour ton ça dépend et ton Friedrich. Et Daigun qui dit je voudrais parler. Bah Je oui, l'ai je mis t'en déjà. Oui, Oui. merci. À propos de ma question Euh, ou à propos de... ouais, 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 Oui, ouais, d'accord. Ok, vas-y. un peu lié quand même. Mais je répondrais non, concrètement, dans le sens où la personne dans l'île d'hôpital, elle n'a pas pleinement tout droit sur son corps, dans le sens où, enfin, elle est piégée dans un lit concrètement, et elle peut peut-être pas forcément se déplacer. Enfin, je veux dire, elle est sûrement sous traitement, etc. Et elle n'a pas toutes ses capacités, contrairement à quelqu'un qui est en dépression, qui, si concrètement il allait mieux, il pourrait complètement s'en servir. Et du coup, ben voilà, je pense que c'est tout. Donc je répondrai non concrètement. Alors, Maildon a dit un truc. Alors, à propos de contradiction sur l'idée de pouvoir disposer de son propre corps, sauf si on a une maladie mentale. Alors, c'est que le fait de vouloir exercer son droit de disposition de son corps, si c'est d'une manière jugée pas dans la norme de la société, c'est justement utilisé comme critère diagnostique pour dire que t'es pas mentalement sain. Je suis peut-être un peu Oui, voilà. fatigué, mais j'arrive pas trop à comprendre. Bah, c'est l'idée que, par exemple, on dit oui, oui, tu peux faire ce que tu veux de ton corps tant que tu es mentalement sain. D'accord. Et si tu dis d'accord, bah, je suis mentalement sain et je veux me couper une jambe, comme ça, pour voir ce que ça fait, et ben on va me dire ah, bah, ça veut dire que t'es pas totalement sain. Enfin, mentalement sain. Et du coup, bah, on va t'empêcher de le faire. D'accord. Ok, Donc, merci argument Lord. circulaire. Et c'est pour tes Ouais. débutes, Maldon. Hein. Encore une fois, bon, je le répète, pour ceux qui veulent être débute, juste à écrire je veux être débute ou un truc comme ça. Et on le fait illico presto. Ah, je sais pas si on peut, si on va parler plus tard du devoir du médecin. On en a déjà parlé rapidement avec Takasan, avec Primum non serré, mais on peut en reparler, vas-y, je t'en prie. Parce que enfin, je sais plus qui a marqué que le devoir du médecin est de soigner. Et c'est un point assez intéressant. Mais dans le document anti-euthanasie, il mettait le devoir du médecin est d'éviter la souffrance. Et là, ça apparaît de rien comme ça, mais c'est deux choses assez différentes. Et, euh, et moi, je suis assez, comment, assez convaincu en fait par le truc d'éviter la souffrance, parce que c'est un peu ça je sais plus, la gériatrie, merde. La gériatrie, La si j'ai bien compris. gériatrie, je vois, oui, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est plus ou moins ça, parce qu'on se dit, on sait que les médicaments vont comment diminuer l'espérance de vie de nos patients, mais c'est pas ça qui nous importe, c'est pas l'espérance de vie, c'est comment ils se sentent. Et ça passe, quoi. Mais de dire, je sais pas moi, euh, on va infliger une petite décharge électrique après les IRM des patients pour qu'ils se sentent un peu mieux en sortant parce qu'ils retiennent les trucs à court terme, ça passerait moins. Pourtant, Ben, c'est le même truc qui est derrière, c'est de pas forcément soigner parce que les personnes qui sont en gériatrie, on les soigne pas vraiment. On fait juste en sorte que leur existence soit la meilleure possible, si j'ai bien compris. Et donc là, on voit que le devoir du médecin est pas le même. Mais je sais pas ce qui est dit précisément dans les serments d'Hippocrate et je crois que même qu'il diffère de pays en pays. Donc, bah, à cela, en fait, j'émettrais quand même une nuance, à savoir... Enfin, il y a une question assez curieuse, en fait, à propos
Bah, du médecin, c'est vrai que à la base, on pense que le but de la médecine est de nous faire vivre plus longtemps. Et ça, on ne peut pas le nier. Dans nos sociétés occidentales du 21e siècle, on a gagné pas mal en termes d'espérance de vie. Mhm. Mais maintenant, on peut se dire, ok, on a gagné, mais à quel prix et dans quel état sommes-nous? Donc, l'enjeu est de savoir, selon moi, ok, vivre longtemps contre versus vivre bien. Est-ce que vraiment on veut prolonger sa vie jusqu'à être un grabataire fini pendant 20 ans? Ou alors est-ce qu'on veut peut-être vivre moins longtemps, mais vivre pleinement la vie qui nous reste à vivre? Et dans ce cas, voilà, je pense que c'est un débat qui touche vraiment à l'euthanasie, à savoir que, ok, si on veut vivre pleinement, mais un peu moins longtemps, dans ce cas, l'euthanasie s'impose plus que des soins palliatifs, des soins type acharnement thérapeutique, où là on fera tout pour conserver la personne en vie. C'est le cœur du devoir du médecin. Lulu, tu me corriges hein, si je me trompe, hein, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Bon. Donc, Euh, ah, pardon, tu veux parler là? non, mais donc c'était pour savoir. Donc effectivement, il y a des oppositions au fait de disposer de son propre corps euh, dans la question de l'individu. Et après, là, je vois que la question qui se pose directement, c'est celle donc, de la psychiatrisation et du raisonnement circulaire lié aux normes, quoi, au normal et au pathologique. Euh, C'est-à-dire que, exactement l'argument que j'ai avancé tout à l'heure pour reformuler ce que disait Meldon. Donc c'est vrai que ça pose question, mais après je ne sais pas si c'est vraiment un problème au sens où, oui moi aussi c'est une question qui me fascine de la cour normale et le pathologique, très 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 vaste question. Et mais du coup voilà, je suis pas sûr que ce soit un si grand problème que ça, au sens où si on abandonne cette idée que n'importe quel individu euh, puisse si on abandonne l'idée de devoir vérifier que la personne est bien elle, tu vois, cette histoire, comme disait quelqu'un dans le chat, du toit provisoire et du vrai toit. Et qu'elle, actuellement, tu serais pas vraiment toi, tu serais le toit dépressif ou le toit, je sais pas quoi, le toit en crise psychiatrique, voilà. Et que quand tu iras mieux, quand tu seras de nouveau toi, eh ben, si tu étais vraiment toi, tu ne souhaiterais pas ça pour toi, tu ne souhaiterais pas mourir. Euh, Si on abandonne cette idée et qu'on laisse à tout le monde le droit de mettre fin à ses jours, par exemple, ou de faire vraiment ce qu'il veut de son corps, du style se couper une jambe, euh, c'est plutôt problématique. Enfin, je pense que ça étend trop les libertés individuelles, et là, ça peut poser problème. Et à l'inverse, enfin, je pense que du coup, c'est pas si malsain que ça. Enfin, ça veut rien dire malsain, c'est pas le bon terme que je cherche, mais je pense que c'est pas si problématique que ça que de laisser le cadre du normal et du pathologique social, donc des normes sociales en vigueur, euh, régler les libertés individuelles, quoi. Ce qu'on va considérer comme normal, pathologique. Pas aller dans les trop extrêmes et faire avancer ça avec les mœurs de manière un peu. Débute-moi. Don Deep, nous t'écoutons. Alors, je t'ai démute, mais c'est toi-même qui es mute, hein, donc là, je peux. Voilà, il faut juste que tu actives ton micro et c'est bon, tu peux parler. Donc une personne qui ne met pas sa ceinture dans la voiture, elle est libre de le faire pour toi, Lord. Ou une personne qui veut pratiquer l'excision. Sur elle-même. Oui. Ouais. Euh, Oui, oui, d'un point de vue, oui. C'est-à-dire que pour moi, je suis pas contre le nudge, le paternalisme libéral, qui vise à inciter fortement les gens ou à leur donner plus facilement les moyens, que ce soit un plus faible coût énergétique, financier, etc., que de faire ceci ou cela, et du coup d'inciter à telle ou telle action. Je sais pas, par exemple, en mettant les légumes devant au self, tu vois, des petites actions qui incitent, qui donnent des politiques assez impressionnantes d'un point de vue psychologique, les pubs de prévention, tout ça. Mais en revanche, je vois pas trop, faudrait encore que j'y réfléchisse, hein, je dis pas que c'est du tout fixé sur la question, mais actuellement, je vois pas trop pourquoi on empêcherait quelqu'un de ne pas mettre sa ceinture. Tu vois. Ou de sexiser. Sexisme. Ou de sexiser, voilà, dans le cadre du pathologique, tu vois. Moi, je crois que je suis plutôt. Je sais pas, je crois que je serais plutôt pour l'empêchement. Enfin, il y a ce truc
t'as employé le mot paternalisme, et je crois que c'est vraiment le truc du mot que je comprends comme le droit qu'on se donne à faire remarquer aux autres ou à changer l'attitude des autres quand on la trouve mauvaise. Euh, En fait, si tu rentres même pas dans des considérations au niveau étatique, de rapport de collectivité par rapport aux individus, tout le monde fait ça. Un parent va faire ça avec son enfant, un conjoint va faire ça avec son conjoint, des amis vont faire ça entre eux. Et moi, ça me dérangerait que quelqu'un ne mette pas sa ceinture quand il monte avec moi, particulièrement si je conduis. Bon, Ouais, c'est peut-être mais ça, c'est différent. C'est-à-dire que là, quand on dit l'individu dispose de son corps, c'est d'un point de vue, un, moral, et deux, légal dans un cadre restreint. Mais c'est-à-dire que si c'est ta voiture, tu fixes les règles de ta voiture, tu vois. Là, les règles du sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain, c'est toujours vis-à-vis de l'État, tu vois, vis-à-vis d'une superstructure qui pourrait s'immiscer au nom de la société ou au nom de l'humanité ou d'une morale absolue dans tes petits principes de vie, tu vois, dans ta chambre, tu vois, c'est l'histoire de la vie privée, c'est l'histoire des choix, des libertés sexuelles au lit, tu vois, des trucs comme ça. Mais tu crois pas que c'est ce truc de... Enfin, c'est le même... comment dire... c'est plus ou moins le même comportement qu'il y a derrière le parent qui dit à son enfant ne te rase pas complètement les cheveux et l'État qui dit à ses citoyens, je sais pas moi, ne vous tuez pas. Ouais, mais mettez votre ceinture, par exemple. Ouais, ça, vous mettez votre ceinture pour prendre un exemple un peu Ouais, moins ouais, un peu extrême. moins extrême. Bon, voilà, mettez votre ceinture. Parce que, oui, Un peu l'État plus nous demande de mettre sa ceinture, Euh, bien sûr. Mais, je suis d'accord, mais c'est considérer les. Enfin, encore une fois, faire le conseil, je n'ai aucun problème avec ça. Mais l'ordre sur un enfant, il s'exécute pour les questions pour des questions cognitives et de responsabilité dont on a parlé précédemment, de la notion d'individu. Mais de quel droit tu imposerais ça à une population adulte et qu'on va considérer comme des individus autonomes et politiques, tu vois. Mais peut-être parce que c'est justement la majorité, enfin, ou c'est censé être la majorité qui décide de ce que tout le monde va faire. Tu vois, comme Ah s'il y avait non, non. un genre De ce qu'on fait, que la majorité, d'un point de vue démocratique, décide de ce qu'on fait au niveau collectif, en tant qu'action collective, d'accord? plus de ce qu'on Mais peut faire. ou de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on choisit de faire si on fait un vote. Mais l'idée qu'un vote collectif retombe à l'échelle individuelle, ça me paraît absolument horrible. Enfin, je vois il y a peut-être des contre-exemples grossiers qui vont me donner tort, mais j'ai pas envie que si on est 10 dans une pièce, on vote pour ce que puisse se faire individuellement. Pourtant, c'est ce que, enfin, ça semble un peu absurde, mais au Japon, je sais plus si elle est toujours en vigueur, mais à un moment donné, il y a une loi attends, comment, c'était, c'est pas, non, je sais plus si c'est exactement ça. L'État, ou non, les compagnies ferroviaires pouvaient poursuivre en justice les familles des suicidés qui se suicidaient sur les rails. Oui, Et j'ai donc, entendu ça, en effet. euh, implicitement, c'est de dire vous ne pouvez pas vous suicider sur les rails, quoi. C'est la majorité qui dit aux individus vous ne pouvez pas vous suicider sur les rails. Euh, Et moi, même si moi je trouve ça complètement stupide de blâmer les familles pour les actes des individus, il y a sûrement un truc intéressant dans la dissuasion derrière, quoi. Il y a Maïzena qui a posé une question. Est-ce que des gens ici ont côtoyé l'euthanasie? Alors, par contre, Maïzena, qu'est-ce que tu entends par côtoyer? Bah, j'imagine avoir été confronté de près ou de loin à une personne qui a choisi l'euthanasie, Alors, bon. enfin, qui a vécu une euthanasie. Non, vraiment très très lointaine. Moi, c'est... Les Non. animaux, ça compte? Ah, c'est pas bête ça. Ah, Euthanasie des animaux. Parlons-en. Ah ouais, bah si, bah alors oui. bah, Enfin, si Je veux les, pas, si je veux les pas autres animaux. spécialement parler de l'euthanasie des animaux, mais je demande à Maïzena si ça compte pour sa question. des gens qui auraient aimé, par exemple, je pense pas que quiconque ici ait voulu se faire euthanasier. Enfin, est-ce que quelqu'un ici, à l'heure actuelle, maintenant, dans l'état de votre corps, voulez vous faire euthanasier? Je parle pas quand vous serez très vieux, tout ça, voilà. Est-ce que vous avez déjà voulu vous faire euthanasier? Euh, À Friedrich, j'ai dit oui. j'ai déjà eu des proches. D'accord.
Pour l'adrénaline. Non, putain. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu se tuer ici. Oui, 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 Friedrich, oui, bon, c'est statistique, c'est vrai, mais comment dire, bon. Là, on rentre dans le domaine de très intime, hein, voilà, hein, bon, là, c'est... Oui, voilà, je trouve la question un peu ambiguë. Oui, j'avoue que Il y a des bon, gens qui- voilà, pas pour, Mais, voilà, mais je pense qu'effectivement, c'est bien de remarquer, Maïzena, qu'on est très peu ici, voire aucun, à avoir confronté directement par un proche la question de l'euthanasie. Mm. Parce que ça, c'est quand même une pratique qui reste assez rare autour de nous. Quoi. On est peu confronté autour de nous d'un point de vue médical à l'euthanasie. Il y a peut-être quelques personnes là sur la conve, mais chacun n'a pas vécu Ben, 5 après, bon, je vais un peu changer la question, mais à peine. Est-ce que vous avez déjà vu, bon, des proches mourir, mais vraiment euh, prendre du temps, mourir dans la souffrance, et est-ce que vous vous dites pas, l'euthanasie aurait été meilleure pour cette personne? Si, d'accord. Si, clairement, d'accord. Alors, pour ma part, j'ai été voir C'est la ma question que tu voulais grand-tante. poser. Incroyable, j'ai compris la question de Maïzena, c'est bon. Ah, parfait. Oui. Pour ma part, j'ai été voir ma grand-tante il y a quelques mois à l'hôpital et elle allait vraiment pas bien. Plusieurs choses avec son mari aussi qui était dans l'hôpital aussi. Et, euh, et effectivement, on sentait la souffrance et on sentait. En fait, elle est allée une première fois à l'hôpital, sans raconter toute ma vie. Oui, 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 non. Elle allait une première fois à l'hôpital, elle y est restée un petit moment, puis elle allait repartir chez elle, elle est tombée, du coup elle s'est cassée, je sais plus quoi, puisqu'on devient très fragile en étant âgé. C'est col du fémur, sûrement. Et du coup, elle est directement retournée à l'hôpital, enfin elle s'est cassé quelque chose en sortant de l'hôpital, ou je sais plus. Et c'est là qu'après son état s'est vraiment empiré, et on savait que là actuellement elle est morte, on savait que ça allait plus tarder. Mais effectivement, on sentait la souffrance sur la fin. Et même si elle nous en a pas clairement parlé, son mari, en tout cas, qui est mort aussi maintenant, nous disait que c'était vraiment horrible et que lui, personnellement, aurait souhaité mourir, si possible. Mais qu'il n'en était pas actuellement à se décider sur un arrêt des soins ou ce genre de choses. D'accord, ok, ouais, c'est. Là, d'un coup, je suis désolé, la discussion a pris un ton assez. Ah, je suis désolé, mais Non, voilà, non, 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 c'est pas la ta question faute, est Lord, posée, c'était ma voilà. question, c'est ma faute, donc du coup, bon, voilà, j'en prends pleine responsabilité, mais j'en tire aucune conséquence. Alors, du coup, oui, il faut en parler, tu as raison, Maïzena. Tout ça pour dire que sur l'euthanasie, globalement, même si nous n'avons jamais été confrontés directement à elle, nous aurions presque, et c'est difficile à dire, presque aimé y être confrontés. Nous aurions aimé avoir ce choix pour les proches, ou en tout cas que nos proches aient eu ce choix. Et beaucoup ne savent pas ce que ça fait d'être confronté à la mort. Je pense que nous tous ici, on est assez vieux pour avoir été confrontés, de manière indirecte évidemment, à la mort. À la mort d'un proche, à la mort de personnes qui nous sont chères. Ouais, mais d'une manière très grossière, on est toujours, on est de plus en plus éloigné de la mort. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, je crois que c'est 70% des gens qui meurent en institution. Aujourd'hui, clairement, il y a un tropisme de la mort dans les établissements de soins. Donc, la mort, elle est écartée de notre quotidien. C'est très intéressant ça d'ailleurs dans les documents qui ont été fournis. Je pense que ça vient de toi directement, Lulu. Cette question de comment on a entre guillemets délocalisé un peu par ça libère des espèces d'angoisse familiale de se dire plutôt que la personne âgée qu'on va ramener à la maison pour ces dernières années et qui va vivre avec nous tout en sachant que du jour au lendemain on peut se lever et elle non, on va aller la mettre en institution où elle va finir sa vie ou alors en hôpital quand elle aura des problèmes, et ça la met à distance, ça met l'angoisse de la mort à distance jusqu'à ce qu'on nous appelle et qu'on nous annonce l'information. Et en attendant, on ira la voir une fois de temps en temps. C'est vrai que c'est très intéressant. Et d'une certaine façon, personne ne veut mourir à l'hôpital. Et oui, chacun individuellement n'a pas envie de faire ça, mais chacun, on voit que beaucoup de familles, pour leurs proches, voilà, on a effectivement cette délocalisation, je vais appeler ça comme ça, dans les institutions et non plus dans les familles. Ce qui fait qu'on est tenu éloigné de la mort, et ça, je suis totalement d'accord. Et c'est-à-dire l'inverse, Maïzena. Et sinon, Takasan, je suis d'accord. Personnellement, j'ai déjà eu cette pensée.
Et je connais beaucoup de monde autour de moi qui aimerait avoir la possibilité de mourir sur eux, genre du style une petite capsule ou un truc comme ça. Moi, Lord, je te dirais clairement, non, je veux pas avoir la capacité de mourir sur un coup de tête parce que pour avoir vécu des choses assez lourdes, Oui. à titre personnel, je suis bien content qu'on m'ait empêché, on ait dit non mais t'es pas dans ton état normal, réfléchis, etc. Ça a pris un temps énorme sur moi-même pour au final me dire ouais en fait l'état dans lequel j'étais où je me disais que bon voilà sur un coup de tête j'aurais pu faire des bêtises. Finalement non, on m'a soigné littéralement, on a fait en sorte que je puisse retrouver un état normal. Oui. Mais après, encore une fois, c'est sous couvert, enfin, on ne peut parler de ça qu'à posteriori. C'est-à-dire que, évidemment, on peut se dire, après avoir été sauvé à la fin d'une crise, euh, ah bah en fait, j'ai encore envie de vivre et merci de m'avoir aidé au moment où j'allais mal. Mais si l'aventure s'était arrêtée là, tu peux évidemment pas exprimer de regret puisque t'es plus là, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce Donc que tu veux dire. on peut se réjouir après d'avoir été aidé, euh, mais une personne qui n'a pas été aidée, le problème c'est limite plus pour les tentatives liées au suicide, mais là du coup on va repartir sur le suicide après, donc du coup il faut peut-être repartir après sur le point numéro 2, mais sur la question du suicide, voilà, la question c'est plus les tentatives où on va tenter sans être aidé et on va échouer et du coup on va revenir après la crise dans une situation où personne ne nous a aidés et où on n'est pas mort. Et là, c'est vrai que voilà, c'est encore différent. Juste pour rebondir sur ce que tu disais là, juste à l'instant, moi pour moi, et ne serait-ce que l'éventualité que la personne aurait pu regretter son geste et aurait pu profiter de sa vie ensuite, fait que l'acte en soi déjà est problématique. Même s'il mène à la mort, pour moi la question morale s'arrête pas au fait que bah il est mort, on se pose plus la question. Ouais. Bah, ça, on revient sur cette question du pathologique, oui, mais tu n'étais pas vraiment toi au moment où tu as pris cette décision. C'est pour ça que bon, le fait de se dire que voilà, me suicider sur un coup de tête, en sachant que parfois tu peux ne pas être toi, tu peux, bah, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, je pense, de regretter des actions qu'on a faites en mode ah oui, mais j'aurais pu peut-être agir comme ça. Le fait de pouvoir agir de manière définitive, le suicide, comme ça, sans réfléchir, je sais pas moi, ça me paraît assez extrême en fait comme point de vue, et je suis désolé, je ne le partage pas. D'accord, mais encore une fois, on ne peut dire qu'on n'était pas soi à ce moment-là que après, Oui, voilà. quand on est dans un état différent, en Quand on fait. est dans un état différent, c'est ça, c'est pour ça que sur un coup de Et... tête, bon, je suis pas pour quoi. C'est plutôt, voilà, ça doit toujours être, selon moi, des décisions qui sont mûrement réfléchies D'accord. et qui sont Oui, dans des mais états où tu es à peu près normal, où tu sais que, par exemple, tu n'as plus d'espoir de t'en sortir. oui, voilà, par exemple, Hmm. pour les questions qui se posent liées à la dépression, ça c'est très intéressant à dire. Enfin, à la dépression, de manière générale, à des gens qui ont des pensées suicidaires et qui peuvent subir des crises suicidaires qui vont survenir et où les gens vont tenter d'en finir avec la vie. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'idée que ces crises sont très brèves et que parfois, pour des gens qu'on sait atteints, venir, enfin ne pas les laisser seuls et venir avec eux dans leur appartement, passer la soirée ou la nuit, ou mettre un meuble devant la fenêtre, ou retirer les couteaux, ou retirer les médicaments, ou le fait qu'ils doivent aller dans 2 pharmacies différentes pour se fournir une dose nécessaire de médicaments, c'est parfois suffisant pour que la crise passe. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est pas une décision mûrement réfléchie sur le long terme et qui fait que dans 2 heures ou dans 2 jours, j'ai toujours le même projet. C'est quelque chose de soudain qui est souvent très émotionnel. Et du coup, c'est évident que si on parle plus tard dans la soirée de suicide assisté, on parle bien là d'un truc qui se remplit pas en 5 minutes chrono où tu débarques, tu remplis un formulaire et 15 minutes après, tu fais ton suicide. On parle bien sûr d'un truc Voilà. où là, on parlerait de personnes. Une bonne façon de vérifier que la personne est elle-même et que c'est une décision plus ou moins consciente, c'est de laisser passer une semaine, par exemple.
Oui, et puis ça rejoint ce que je disais bien avant, Juste, que Lulu, je il n'ai y a pas dit. Taigun qui voudra Ah, parler. juste pour Non, mais répondre à vas-y, 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 mais Lulu, vas-y. ça faisait écho à ce que je disais un petit peu dans l'intro. Le suicide assisté ou même l'euthanasie active, clairement, c'est choisi selon des critères assez stricts qui font que ça doit obéir à des demandes répétées de la personne. Euh, Enfin voilà, des demandes répétées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sur un coup de tête, c'est vraiment une chose qui réfléchit, qui est euh, il y a pardon, il y a une réelle volonté de la personne. Je m'exprime très mal, mais voilà. Taigun, tu voulais dire? Moi, c'était par rapport à ce que avait dit Delacour, du coup. Mais en parallèle, et du coup, je reviens sur ce que vient de dire Lulu. C'est vrai, il faudrait des règles assez strictes, et surtout, ça dépend de la possibilité qu'a la personne à faire ce qu'elle veut. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un dans un lit d'hôpital, si tu avais été en dépression, mais que tu aurais, par exemple, pour le cas de la marraine de ma mère, elle a eu ses jambes amputées et une dépression en a suivi. Et elle a dû se tourner vers la religion, on va dire, pour survivre. Pour survivre. Mais si elle avait eu la possibilité, du coup, de se faire euthanasier, je pense qu'elle l'aurait clairement fait à ce moment-là. Alors que, par exemple, si ça aurait été juste une dépression et qu'elle n'avait pas été malade derrière, euh, si elle avait été soignée et qu'elle aurait aujourd'hui toutes les capacités de faire ce qu'elle veut, de voyager, etc., de faire n'importe quoi, dans ce cas-là, je pense qu'il faut refuser vraiment catégoriquement cette chose. Voilà. De toute façon, je pense que quelqu'un peut lire ma question d'avant. Alors, oui, Oedipe, après. Alors, ta question d'avant. Attends, c'était où? La dépression, ça se soigne. Dans ce cas, pourquoi en venir au suicide? Ah oui, alors là, Euh, j'avais répondu. Oedipe, c'est parce que dans le cas des dépressifs, il y a peu de dépressifs qui te diront, ouais, non, mais t'en fais pas, c'est juste une phase, je vais m'en sortir. En tout cas, dans les phases les plus dures de la dépression, crois-moi, tu as l'impression que tu t'en sortiras pas. Et pourtant, tu fais tout pour essayer de t'en sortir, hein. Là, c'est ça, c'est un peu l'état du dépressif. Lord, je me souviens que tu m'avais donné un lien vers une chaîne YouTube d'un psychiatre qui parlait justement des problèmes. Je sais plus comment il Mais s'appelle. sauf que ça, je le dément pas en fait, Mhm. que c'est dur de sortir de la dépression. Oui. Mais justement, ça soigne. Tu voulais dire, ok, dans ce cas, pourquoi en venir au suicide? Un type suicide assisté, quoi. D'accord, c'est ça en fait. Non, mais Bah encore ouais, une fois, parce que un suicidaire, alors la dépression c'est autre chose, mais un suicidaire ne peut pas aller faire une démarche de remplissage de formulaire, de consultation avec un psychologue, etc., qui va durer sur une semaine ou un mois. Ça n'a pas de sens. La crise suicidaire ne dure pas un mois. On a des pensées suicidaires, on a des. Enfin voilà, mais ouais, si mais on n'a là, pas. c'est un cas vraiment qui est incurable pour pour du coup ce cas-là. C'est-à-dire de quoi tu parles? De le cas que tu viens d'énoncer, la personne suicidaire. Il y en a beaucoup plus Non, qu'on non, pense, hein, des je dis personnes juste suicidaires. une personne la personne qui a des crises suicidaires. Il y a des gens qui ont des pensées suicidaires. Il y a des gens qui ont des pensées de mise en place, qui commencent à penser comment ils pourraient faire ça, quand, où, est-ce qu'ils laissent un mot. Et il y a les gens qui passent à l'acte et qui ont des périodes de crise. Les crises sont brèves et dans ce cas-là, ça pourra pas être inclus dans l'euthanasie. Il n'y a pas à en avoir peur. C'est pas oh j'ai une crise, je cours à l'hôpital et hop, je me suicide. Ça marchera pas comme ça. Il y a des démarches quoi. Et ensuite, je pense que c'est évident qu'il y a Il y a aussi qu'il y un aura autre des nouveau. démarches en lien avec du personnel de santé qui, sans peut-être prendre de décision, pourra au moins discuter avec toi de où tu en es et de pourquoi tu prends cette décision. Est-ce que tu es sous traitement, etc., etc. Tu vois. Mais donc effectivement, je suis d'accord avec toi, de la cour, on suit le plan et ça c'est beau. Donc je rappelle la thématique où on en est là, c'est peut-on réellement prendre des décisions sur sa vie et sur sa mort lorsque on est dans un grand état de souffrance ou de manière générale, je dirais un état modifié Un état modifié par rapport de à celui que nous conscience sommes. ou de... Est-ce que vous ferez une distinction entre souffrance physique et souffrance morale? Alors, Enfin, je pense que la réponse est oui, mais Ah, pour est-ce que du moi, coup, je pense que vous considérez plutôt comme acquis
le fait qu'on puisse avoir de bonnes raisons de demander l'euthanasie quand on est en souffrance physique, donc douleur insupportable, etc. Mais est-ce que c'est forcément le cas quand on est dans une douleur psychologique? Alors, je réponds à ta question, puis ensuite je répondrai à la question de bicyclette. Alors, pour moi, il y a quand même un lien entre la souffrance morale et la souffrance physique, au sens où j'ai l'intime conviction, peut-être fausse, qu'il y a toujours un lien entre la psyché et ton corps. Je veux dire, si ton esprit va mal, ton corps ira mal, quoi. Tu seras pas capable de faire quoi que ce soit, de bouger, ne serait-ce que de marcher. Ce sera très difficile. Laisse d'autres gens parler aussi. Bah, je veux bien, Serpio, mais bicyclette est mute. Donc, et il y a Lulu qui m'a posé directement une question. Et encore une fois, Serpio, si tu veux parler, bah, tu parles. Tu veux parler sur ça? Vas-y, je t'en prie. Non, non, mais c'est juste que je fais juste la remarque que tu as tendance à répondre très rapidement et du coup, il y a des personnes comme Daigen qui l'ont fait remarquer tout à l'heure qui ont du mal à s'insérer dans les discussions. Du coup, je D'accord. te Autant pour... propose juste de laisser un peu de place de temps en temps. Très bien, tu as raison, Serpio, autant pour moi. Je crois qu'il y a. Du coup, il y a des gens qui parlent. J'ai quand même meublé le blanc. Oui, il faut que les gens parlent. Hein, du coup. Je crois qu'il y a un truc qui revient assez souvent et moi qui parfois me torture, c'est une des grandes questions, c'est de voir à quel point on est capable de voir l'irréversibilité de nos actes et leurs conséquences sur le très long terme. Parce que clairement, la mort ou se couper une jambe, c'est pas bénin. Mais je pense à des religions qui, par exemple, interdisent le fait de boire de l'alcool. Et c'est fait de manière absolue, et il y a beaucoup de gens qui respectent je sais pas, ces règles de manière absolue, alors que boire un verre d'alcool, ça fait pas grand-chose. Ça fera sûrement d'ailleurs enfin, rien, mais je sais pas, moi, boire 6 litres, clairement, ou boire 6 litres en 30 minutes, clairement. Donc, je crois que c'est vraiment pas évident de gérer ça. Et encore plus quand on est peut-être jeune, de ne pas voir les conséquences sur le long terme. Alors, il y a Bicyclette qui proposait un petit aparté sur le suicide philosophique. Faut-il en parler? Y a-t-il un lien entre ça et l'euthanasie? J'avoue que là, Bicyclette, je vois pas en quoi ça a un rapport. Enfin, J'en parlerai moi, j'en parlerai dans la troisième partie. J'ai des choses éventuelles à en dire, mais Très bien. plutôt dans la partie suicide assisté, du coup. Très bien. C'est quoi le suicide philosophique? Tu commences à croire à Descartes ou un truc comme ça. Alors, attention, juste Camille. Voilà, je te mets un peu plus fort. Je demande le démute. Le démute t'est accordé. Bah, c'est J'allais juste lui- du Je coup. voulais pas, mais bon, comme tu me poses une question, je réponds. Mhm. Mais non, parce que souvent, les gens, ils ont trop tendance à voir le suicide comme quelque chose d'irréfléchi ou de contextuel ou je ne sais pas quoi. Alors que ça peut être vraiment mûrement réfléchi et pas sous un état de choc ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'appelle le suicide philosophique. C'est quand tu fais le constat que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais en Et c'est général, les gens qui passent par ce processus, quand ils se suicident, ils se ratent pas. Je sais pas ça. Ça, je sais vraiment pas. Est-ce que vous avez des stats? Enfin, Non, Alors, mais- les non, stats mais de vraiment, personnes parce- qui se suicident pour leur On conviction. demande après qui se suicide. Vous tapez stats, suicide philosophique sur Google. Voilà, si j'ai déjà vu Peut-être- ça. Ah oui, d'accord, pour le suicide philosophique, je crois que c'était juste le suicide, autant pour moi. Non, Parce pour- que des personnes qui se ratent en suicidant, je crois qu'il y en a quand même un certain nombre. Mais du coup, Bah, si je peux si, me il y en a permettre, pas mal on qui se s'éloigne ratent quand en même se beaucoup du suicidant. sujet là. Oui, donc là pour le suicide philosophique, on y reviendra en troisième partie. Je propose pour rester de surveiller le Mais- plan. Très bien, Lord. Mais j'aurai des choses à en dire, t'inquiète pas. Alors, faisons-en à la question de Maizena qu'il a posée 2 fois. Voilà, c'est sur. Alors, dans le cas où il n'y a pas d'état de conscience, est-ce que vous en pensez quoi de l'euthanasie? Est-ce que, ou en tout cas, il y en a pas l'air. C'est-à-dire, en fait, faut-il euthanasier quelqu'un qui n'est pas conscient, qui est dans le coma, Maizena? Le coma, oui. Alors, quelqu'un qui est dans le coma, faut-il l'euthanasier? Et si oui, au bout de combien de temps de coma? Je pense qu'on peut plus appeler celle de thérapie. Ben,
Moi, je me pose clairement la question. Déjà, il faut imaginer pourquoi. Dans quelle raison, pour quelle raison on euthanasierait quelqu'un qui n'est pas conscient. Je pense que l'aspect qui vient le plus, en premier à l'esprit, c'est quelqu'un, on sait qu'il va rester comme ça toute sa vie et on le maintient artificiellement comme ça, voire en bonus, il souffre. Mais s'il n'est pas conscient, comment on sait qu'il souffre? Oui, j'avoue, oui. Et même comment peut-il souffrir s'il n'est pas conscient? Ouais, ça. Oui, c'est vrai. Donc là, j'avoue que les Maïzena, oui, non. Mais donc voilà. mais voilà, en imaginant non pas qu'il souffre, mais qu'on sait que là, on le maintient artificiellement en vie pour que il reste comme ça et on sait qu'il sera jamais autrement que on va appeler ça, c'est un terme très dégradant, mais un légume, quoi. La notion de légume. Le terme propre, c'est un état végétatif. Un état état. même. Merci, voilà. Mais la question, elle n'est pas intéressante justement sur le plan de considérer qu'il y a des personnes qu'on maintient dans le coma et qu'on ne sait pas si, en fait, non seulement si ou quand elles vont se réveiller. Parce que de dire, il y a une personne dans le coma qui n'est potentiellement pas consciente, est-ce qu'on la laisse en vie ou pas, sachant qu'elle ne bouge pas, elle est juste dans le lit et voilà quoi. Ouais, je crois que oui, non, mais là, je pense qu'on est tous d'accord, mais il y a mais la question se pose réellement. Il faut savoir que le débat n'est pas fixé. Il y a beaucoup de personnes conservatrices ou réactionnaires, je vais les classer comme ça, moi en tout cas, qui, même si la personne est dans un état végétatif à vie, et on le sait, préfèrent la voir vivante comme ça, même en n'ayant aucun contact, tout ça, ou pire, entre guillemets, je trouve ça quasiment pire, en voyant qu'il y a des légers contacts, mais que la personne est dans un état très dégradé cognitivement et physiquement, quoi, du style cligne des yeux, bouge le doigt, voilà. Mais qui préfère la garder en vie comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la personne meure ou ce genre de choses. Elle meurt d'elle-même, quoi. Ça existe encore en France et partout dans le monde. Et ça, c'est à mon avis, c'est surtout lié à un manque de définition. Il y a aussi... que serait totalement... On n'entend pas bien, moi j'entends pas bien ce que tu dis. J'ai une très mauvaise connexion. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'il y a deux trucs, deux au cas où qui s'affrontent en fait. T'as le au cas où de peut-être qu'un jour la personne va se réveiller contre le au cas où de peut-être qu'elle souffre continuellement et que si on la maintient comme ça, elle va souffrir pendant une dizaine d'années et que c'est très immoral, quoi. Je pense qu'à un moment, par exemple, si ça fait 10 ans que cette personne est dans un état et qu'on se dit peut-être qu'elle va se réveiller un jour, il vaut mieux l'euthanasier que la laisser encore en vie en ayant toujours un espoir. Après, je veux dire, certes, la famille, elle tient peut-être à cette personne, mais concrètement, déjà au niveau des hôpitaux, je veux dire, ça prend de la place entre guillemets, même si, c'est cynique, mais bon, ouais, voilà, il y a aussi ce problème-là. Ouais. Derrière, il y a quand même un coût peut-être financier, pour les hôpitaux. C'est ça derrière, on renvoie des gens parce que on suppose que ça ira peut-être mieux si elle reste chez elle, quoi. Et financièrement, ça coûte. Et surtout, je pense qu'au bout de, par exemple, 2 ans, ou à une date limite, il faudrait dire que en fait, les probabilités deviennent plus faibles et que dans ce cas-là, il faudrait l'euthanasier. Ouais, mais du coup, ça laisse quand même 2 ans où la personne, peut-être qu'elle va souffrir pendant 2 ans et c'est pas de la merde, quoi, de laisser une personne souffrir, ne faire que souffrir pendant 2 ans. Alors, je suis désolé, mais étant donné que vous le savez, cette partie du débat est enregistrée, du coup, je vais devoir couper court à votre discussion pour passer à la troisième partie qui est sur la frontière entre l'euthanasie et le suicide assisté, même si évidemment des liens peuvent être faits. Si vous souhaitez continuer de parler de ce sujet, bien entendu, vous pourrez le faire à la deuxième partie du débat qui, elle, ne sera pas enregistrée. Voilà. Donc à propos de ça, sur, on dirait l'épisode d'Anna Montana, sur la frontière entre l'euthanasie et le suicide assisté, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait? Qu'est-ce qui est un suicide assisté? Qu'est-ce qui est de l'euthanasie? Donc on rappelle, le suicide assisté, c'est quand on aide une personne à mourir, quand on lui donne
la piqûre et c'est elle qui se la plante, et l'euthanasie c'est nous qui nous donnons la piqûre, même si bon, c'est bien plus compliqué que ça, mais grosso modo, on peut, on peut situer ça comme ça. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée qu'une personne puisse décider elle-même de se donner la mort et que c'est au médecin de lui donner de quoi se tuer? Avant de répondre, est-ce que je peux faire un petit aparté? Vas-y. Enfin, c'est juste pour préciser le cadre. Si je suis un barman et que je vois quelqu'un venir à mon bar tous les jours et que je lui sers, je sais pas moi, 20 centilitres de vodka par jour et que je fais ça pendant 20 ans, est-ce que c'est pas lui tendre la piqûre pour qu'il se suicide? Euh, ah oui, je vais faire lui servir les mêmes alcools, tout ça. Bah après, j'ai envie de te dire, là, c'est quelque chose dont il a librement consenti. C'est ce que disait Lord à propos de la personne qui sait quand elle boit que bon, c'est pas très bon pour son organisme, mais elle accepte ce sacrifice pour pouvoir se faire plaisir ensuite, quoi. Mm. Mais bon, après, si c'est juste un verre, bon, y a pas trop de problème. Ouais, mais si je dis que c'est un verre, enfin c'est 20 centilitres, ou disons un verre, ouais, un gros verre de vodka, tous les jours pendant 20 ans. C'est- Je sais que ça va considérablement augmenter ses chances de mourir. Enfin, même ça va diminuer son espérance de vie, clairement, hein, là, oui. Bon. Après, voilà, comme Lord le dit, clause de conscience des barman, de manière assez ironique, ce n'est peut-être pas aux barman de penser à ça, mais après, Non, mais ça les pose bar- la question, voilà, Mm. des policiers ou de n'importe quel métier qui, à un moment donné, ce qu'ils font rentre en contradiction avec leurs valeurs. Et par exemple, se dire, j'ai pas envie de servir un whisky de plus à ce gars qui est déjà complètement torché et qui vient tous les soirs se bourrer la gueule, ou j'ai pas envie de pratiquer telle pratique médicale. D'ailleurs, ça, on y reviendra. Enfin, faut qu'on avance, mais j'y reviendrai après le débat, je pense, quand l'enregistrement sera fini. Mais la question de la clause de conscience qui ne s'applique pas pour l'arrêt des soins, par exemple. Si tu me confirmes, Lulu ne m'entend plus. Mais si j'ai bien lu les documents et bien compris, un médecin ne peut pas refuser d'arrêter les soins. Et du coup, si l'arrêt des soins implique la mort du patient, ça peut être une manière pour le patient d'en finir avec la vie. C'est pas le rôle du médecin. De quoi? De poursuivre les soins malgré lui, c'est ça? Non, justement, dans la mesure où tu vas arrêter de poursuivre le sang parce que ça mènerait à ta mort, cette décision n'est pas le rôle du médecin. Le rôle du médecin, justement, c'est de maintenir les gens en vie. Et si on parle d'euthanasie ou de suicide assisté ou n'importe quoi, à mon avis, ce n'est plus à un médecin de s'occuper de ça. Oui, c'est ça. Donc du coup, Lulu, maintenant que je vois que tu es revenu, tu es d'accord, si j'ai bien lu les documents, quelqu'un qui veut arrêter les soins le peut à tout instant, et un médecin ne peut pas utiliser sa clause de conscience pour refuser d'arrêter les soins. Oui, si c'est indiqué dans une directive, oui. Voilà. Et c'est la seule occasion où ça peut se produire. Donc si voilà, si on sait si quelqu'un sait que l'arrêt des soins entraîne sa mort et qui dit au médecin je souhaite arrêter les soins, le médecin n'a pas le droit de s'y opposer. Ouais. Et s'il le fait, ça sera illégal. Ouais. Malgré la clause de conscience. Oui, d'accord. Voilà, alors j'aimerais bien après revenir sur la clause de conscience parce que c'est vrai que c'est intéressant. J'aimerais venir un peu comme sur le scaphandre et les papillons, à propos du locked-in syndrome, et me pose la question de savoir si une personne qui est atteinte du locked-in syndrome, donc je rappelle, c'est une personne qui ne peut bouger que sa paupière, si je me souviens bien, Lord. Ouais, voilà, c'est plus bouger, parler, ni même respirer sans assistance. Voilà. Et voilà, on va avoir un œil, une paupière, un doigt, quelque chose qui peut bouger. Donc je me posais la question de savoir si cette personne demandait la mort, est-ce que ce serait un suicide assisté de la lui donner? Enfin bon, voilà. Est-ce que ce serait de l'euthanasie si cette personne demande la mort? Parce que moi perso, je vous dis, hein, si je suis atteint un jour du locked-in syndrome, je sais pas si je arriverai à continuer à vivre. T'arrives même pas à te tuer. Oui, voilà, c'est ça, mais donc, du coup, je serais obligé de demander à quelqu'un de me tuer. Ou en tout cas de m'assister dans mon suicide, du coup. Et là, Ouais. comment dire, est-ce qu'on est à la frontière entre l'euthanasie et le suicide assisté là? Enfin, ça se passe comment dans ces cas-là? Je demande. S'il y a besoin, je t'adorerai. J'ai pas de soucis C'est moral gentil Camille, avec. mais là je demanderais plus en termes de débat notionnel. Et la question, à mon avis, elle est aussi liée au fait que est-ce que alors aujourd'hui non, mais est-ce que la médecine a un moyen de passer outre cet état? En gros, si c'est un état provisoire, ou si tu sais que tu seras comme ça toute ta vie et que tu n'as pas envie de rester comme ça toute ta vie.
J'expliquais rapidement le locked-in syndrome d'Eigen. Ce que c'est le fait d'être enfermé littéralement dans son propre corps et de ne pouvoir bouger qu'un seul membre. En l'occurrence, dans le film Le Scaphandre et le Papillon, c'est juste la paupière que le gars avait été capable de bouger. Donc, Bouge le gros orteil. bon, voilà, ça c'est Kill Bill. Référence aussi. Euh, bon, on reviendra peut-être à cette question plus tard parce que Friedrich Kulot, j'adore ce pseudo, a posé la question. Vous pensez quoi de la liberté d'une personne de se faire du mal de son vivant? Bon, pour ça, bon, bah, il y a se faire du mal et se faire du mal, quoi. J'ai envie de dire, ça dépend. Il y en a qui apprécient ça. Hein. Il y en a qui apprécient ça, c'est vrai qu'Amy a tout à fait raison, mais bon, après, c'est toujours le droit de la personne de disposer de son propre corps, mais je suis aussi mitigé sur cette question. Mais là, on revient sur le grand 2, alors qu'on j'aimerais vraiment qu'on puisse terminer avant 23 h pour que l'audio ne soit pas imbitable. Déjà 2 heures d'audio à nous écouter sur l'euthanasie, je suis pas sûr que tout le monde le... Oui, voilà, je pense qu'il faut qu'on avance pour pouvoir conclure en ayant répondu à nos trois parties. Mais du coup, est-ce que c'est pas juste une question de cadre dans lequel les deux actions s'exécutent? La différence qu'il y aurait entre le suicide assisté et l'euthanasie? Ça peut être effectivement une notion de cadre, savoir comment est-ce que il est fait. Bah, comme elle avait montré la vidéo de l'ordre, par exemple, le suicide assisté, c'est vraiment la personne à qui on va donner de quoi se tuer. L'euthanasie, c'est le médecin qui fait en sorte que la personne meure dans les meilleures conditions Voilà. possibles. Et puis, le suicide assisté, souvent, va étendre le cadre. Enfin, on peut penser, si on étend le cadre à n'importe quelle personne qui souhaiterait faire des démarches pour en finir avec la vie, dans ce cas-là, on parle plus du tout d'euthanasie. L'euthanasie, c'est un terme, déjà comme on n'utilise plus trop l'euthanasie, comme disait Lulu, mais on va lier ça à une maladie incurable la plupart du temps, ou à des conditions physiques très pénibles. D'autant que dans le suicide assisté, il y a plus ce qu'on appelle le syndrome de la pente glissante, vu que chacun pourrait demander à avoir un suicide assisté, alors que l'euthanasie, il y aurait un certain contrôle des médecins. Il se pourrait que l'on demande de l'euthanasie pour un peu tout et n'importe quoi, à la moindre contrariété, qu'on demande le suicide assisté, pardon, pour tout et n'importe quoi, plus facilement que pour l'euthanasie. Je pense qu'il y a mais il y a aussi la question légale de se poser est-ce qu'au final, c'est un meurtre ou pas? Est-ce que la personne était vraiment voulait vraiment mourir, ou est-ce que l'autre personne qui l'a tué déclare ensuite que l'autre personne voulait mourir? Oui, mais non, mais encore une fois, oui, quand je parle de suicide assisté, pour moi, ça se fait toujours dans un cadre, comme je disais, où tu enclenches des démarches et où tu fais ça auprès de professionnels de santé. Donc de santé, je sais plus trop, mais de personnes qui sont en charge de ça. Ce qui empêcherait quand même pas mal d'histoires je l'ai retrouvé pendu chez lui, mais je lui ai juste donné la corde et le tabouret, il avait envie de mourir. En gros, faut le faire avec un notaire à côté, quoi. Ouais, en gros, non mais voilà, j'exagère un peu, mais pour caricaturer, c'est ça l'idée. Pour moi, je pense qu'évidemment, on peut éviter ces dérives-là en introduisant des démarches. Et ces démarches, elles introduisent le passage envers un personnel de santé, par exemple un psychologue. Devoir consulter un psychologue dans les démarches, ça me semble important, pour au moins discuter des raisons et voir justement pouvoir distinguer cette espèce de suicide philosophique, parce que je pense qu'il existe dans certains cas, cette histoire de bon, attendez, je suis une personne âgée, mon état de santé se dégrade, je trouve plus spécialement goût à la vie, mais j'ai l'impression d'avoir bien vécu, je souhaite en arrêter là, et ça fait 2 ans que je souhaite en arrêter là et que j'ai bien pris ma décision. Hop, j'enclenche des démarches. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui vient d'apprendre que sa femme l'a quitté et qui vit une crise vraiment pas bien parce qu'il est en dépression depuis un moment. Et là, c'est vraiment une crise qui se déclenche. Et hop, il a vraiment envie d'en finir. Et du coup, voilà, c'est pas du tout les mêmes situations. Donc du coup, oui, pour moi, certaines démarches, que ce soit un notaire, un psychologue ou du moins des formulaires à remplir et des gens à consulter, empêche ces histoires de dérive face aux crises suicidaires qui ferait un mouvement de panique et enfin qui pourrait donner à n'importe quel moyen en claquant des doigts de se suicider et deux de ces histoires de meurtre camouflé. Mais du coup je me pose la question, est-ce que quelqu'un qui serait atteint d'un locked-in syndrome serait capable de faire toutes ces démarches?
Là, du coup, on est dans le cadre de l'euthanasie pour moi, et pas du suicide assisté. Alors, Daigun, pour répondre à tes questions, si tout va bien, si les astres sont favorables et si j'arrive à faire un beau fichier, ce sera sur YouTube que ce sera diffusé, l'audio du débat. Enfin. Friedrich Culot, pour répondre à ta question, je crois il y a des personnes qui mettent une valeur absolue sur la vie et qui du coup disent que non seulement de se tuer c'est ignoble et c'est complètement immoral, mais qu'en plus organiser la société, ou plutôt que la société s'organise pour aider les personnes à faire ça d'une manière ou d'une autre, c'est encore pire. Donc je crois que si j'ai bien compris j'ai pas tout lu, mais si j'ai bien compris les arguments de fond du document anti-euthanasie, qui semble être partagé par beaucoup de personnes anti-euthanasie, c'est ça le truc, c'est de mettre une valeur infinie sur la vie. Mais après, je pense que quand Friedrich a dit ici, je veux dire ici entre nous sur ce Discord. Et là, je pense que non, en fait, hein, il y a peu de gens ici qui sont anti-euthanasie 100%. C'est pour ça qu'en fait, comment dire, le débat sur l'euthanasie, c'est plus sur les moyens d'y parcourir et les dangers qu'il y aurait à proposer. Enfin, syndrome de la pente glissante sur jusqu'où peut-on autoriser l'euthanasie, les pays différents de nous qui l'ont autorisé, la France doit-elle aller plus loin vu que les pays voisins l'ont fait, etc., etc. Alors du coup, pour répondre à Friedrich, je trouve que déjà la question extrêmement honnête et très bien, et c'est très bien de se la poser. Quel est, à votre avis, le meilleur argument de vos opposants? Enfin, je trouve que Ça par contre, oui, c'est super important. c'est une belle preuve de maturité de débat. Enfin, je trouve qu'on devrait souvent faire ça, et c'est vrai que je le fais pas assez. Quel est, à votre avis, le meilleur argument de vos opposants? Personnellement, celui qui me paraît le plus pertinent, ça reste la question du pathologique, la question du véritable soi, quoi, derrière l'idée que si tu veux, enfin, cette espèce d'argument circulaire, si tu veux en finir avec la vie, c'est que tu vas pas bien, et du coup, il faut t'aider. Et comment on sait qu'on aura fini de t'aider et que tu iras mieux? Quand tu voudras plus en finir avec la vie. Et du coup, il n'arrive jamais une situation où une personne qui va bien souhaite en finir, puisqu'on va déclarer ça pathologique. Et on a le devoir de soigner les personnes pathologiques et de ne pas les laisser faire n'importe quoi durant leur phase pathologique. Ça me paraît l'argument le plus convaincant. Puisque, du coup, en opposant à ça, même le pathologique, on doit le laisser faire, et ben on ouvre la voie à pas mal de gens qui sont en souffrance mentale, du coup. Et du coup, se pose la question de Lulu tout à l'heure, à savoir, est-ce que vous faites une différence physique ou morale, enfin mentale, souffrance psychique par exemple, souffrance psychiatrique. Pour ma part, j'aurais tendance à ne pas faire de distinction, à savoir que tant que c'est durable dans le temps, et que la personne est considérée comme un individu responsable quand même, parce que quoi qu'on en dise, une personne dépressive ou suicidaire est responsable. Et pour ma part, on devrait les laisser, on devrait inclure dans l'euthanasie active ou passive, enfin plutôt dans l'euthanasie active, les maladies psychiatriques graves, qui provoquent des grandes souffrances et qui sont durables dans le temps, et non incurables par exemple. Ouais, incurable, d'accord, ok, c'est vraiment les caractères. De toute façon, on sera tous d'accord pour dire que l'euthanasie ne devrait être proposée que dans le cadre d'un caractère incurable d'une maladie. Je pense que là, pour ça. Ça devrait aller, ça. Ce qui est d'accord, d'ailleurs, va avec l'argument des opposants, parce que si on peut justement faire en sorte que la personne aille mieux, il ne faut pas l'euthanasier. Sauf que là, justement, on se pose la question dans le sens où on sait qu'on ne peut pas. Ma vie est incurable, putain. On ne peut pas dire. Bah non, mais ça dépend ce qu'on appelle incurable. Bah incurable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Enfin, qui ne peut pas être soigné. Ouais, mais à un instant T, pas forcément un instant T. Ah oui, bon, incurable dans le temps. Voilà, bon. Oui, en gros, la situation ne peut que empirer. Et bah quand tu sais pas, tu et sais pas. puis Voilà, quand tu sais des pas, fois tu sais ça pas. provoque, même si c'est possiblement en guérison, mais dans l'incertitude, une énorme souffrance physique par exemple, on peut imaginer ça.
ou alors tu sais que tu vas pouvoir guérir de cette maladie, mais pas sans séquelles, et que tu n'as pas du tout envie de vivre ces séquelles. C'est comme le cas de la personne dans le coma pendant 10 ans. Je crois avoir lu quelque part que même si une personne se réveille après 10 ans de coma, elle a des séquelles extrêmement graves. Du genre, la personne, c'est un légume, quoi, en fait, à la fin, tellement les fonctions ont été inactives pendant autant de temps, quoi. Ouais, Oui, je voilà. pensais qu'après, il pouvait voir le passé, l'avenir, un truc comme ça. Non, comme, pas c'est- forcément de la cour. Ah, ça, je ne savais pas, Lulu. Très bien, tu. Oui, ou alors les accidents, par exemple, qui vont te déformer, ou je sais pas, par exemple, tu te retrouves amputé d'un bras, d'une jambe et déformé au niveau du visage, tu vois. Euh, Parce que tu as rampé sur le mazout pendant je sais pas combien de mètres, un truc comme ça. Ça, dans ce cas-là, tu te réveilles, tu es vivant. Tu sais que d'ici, je sais pas, 1 an, peut-être tu vas pouvoir sortir de l'hôpital avec d'énormes séquelles, bien sûr. Est-ce que là, donc c'est curable au sens où tu vas rester en vie et voilà, mais tu vas pas mourir, hein, c'est pas voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Dégrader de plus en plus. Dans ce cas-là, je pense que je comprendrais une euthanasie active. Moi, je maintiens la réponse que je vais donner à la question de Friedrich Kulo, qui était quel est le meilleur argument selon vous, enfin l'argument le plus convaincant. Je crois que, du moins celui que je comprends le plus, c'est cette histoire de valeur absolue sur la vie ou sur le fait de ne pas tuer. Parce que celui que j'ai beaucoup de mal avec, non, j'ai un peu de mal avec l'argument de la pente glissante. Parce que si on... Non, c'était quoi, plus précisément, si on considère qu'on peut pas aider quelqu'un ou qu'on l'aide. Ah oui, non, oui, mince, c'est pas celui de la pente glissante, c'est celui de pas être soi à un moment donné et que par conséquent, on fait une connerie, mais en fait, c'est sur la définition de ce qu'on est en soi qui me pose beaucoup de problèmes. Et il y a personne ou il y a peu de monde qui trouve à redire sur les personnes qui, je sais pas moi, donnent de l'argent aux SDF parce qu'ils sont plus heureux, quoi. Je sais pas, on vient de leur dire quelque chose qui leur plaît, ils donnent de l'argent aux SDF, mais ils l'auraient pas fait si on leur avait pas dit ça. Ils sont pas dans leur état soi, et personne ne retrouvera à dire ça. Donc j'ai un peu de problème avec ce truc-là. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Bon, eh ben, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur la question notamment du suicide assisté, puisqu'on en est là Juste pour un point de droit, bon, qui va intéresser d'autres personnes, mais le suicide assisté est considéré comme étant un assassinat, comme l'avait dit Lulu. Voilà, en plus d'avoir fait donc du coup, avec toutes les peines que cela engendre, voilà, c'est la conclusion qui rejoint l'introduction, une forme cyclique tout en ayant une forme progressive. Enfin bon, bref, c'est le plan parfait, je vous le dis, voilà, c'est beau. Et bref. Est-ce que ça rejoint pas aussi l'idée de non-assistance à personne en danger? Là, c'est pire que Ah, la si, non-assistance à justement. personne en danger. Là, c'est... Le coût de non-assistance à personne en danger, ça a été avancé quand on parlait d'euthanasie passive, Ah, ok. surtout en France. Ça, c'est passible de 5 ans dans le code pénal, enfin bref. Je dis peut-être des bêtises. Mais oui, ça a été apporté également avant que ce soit légalisé. On disait, non, mais vous vous rendez compte, l'arrêt des traitements, c'est pas possible, c'est non-assistance à personne en danger. Ok, merci. Voilà. Et bon, bah, du coup, j'ai l'impression qu'on a bien échangé qu'on a bien fait le tour des arguments et des questions parallèles. Après, il reste plein de choses autour, mais je pense qu'on va continuer dans la discussion post-enregistrement. Post-enregistrement, oui. Merci à tous. Je sais pas ce que tu en penses de la cour. Oui, oui. Si tu veux conclure, je t'en Oh, je conclurai juste en disant merci à vous tous d'avoir participé, merci à Lulu pour son introduction complète, merci pour cet échange qui était à la fois cordial et on a échangé des arguments, des exemples qui étaient très bien. Je suis très content, je compte reprendre ça prochainement, je n'ai pas encore de date en tête, mais j'ai un sujet en tête que je ne vous dis pas, mais bon. Chapeau. Mais il est là. En tout cas, j'espère vous revoir très nombreux pour ces nouvelles sessions du débattoir que j'espère plus fréquentes. En tout cas, merci à vous et à la prochaine.